Bon, tout semble fonctionner. On a encore des personnes qui arrivent, mais elles vont prendre au fil de l'eau. Ce que je vous propose, c'est que comme on a 2 heures ensemble et on a un programme assez dense, c'est qu'on démarre dès à présent. Euh, donc aujourd'hui, on va parler euh, accompagnement des structures en difficulté et plus spécifiquement négociation de la dette, comment on tient le cap et comment on cartographie les ressources, notamment les partenaires. Et ce que je vous propose pour introduire ce webinaire, c'est de laisser la parole à Maxime Baduel. Merci Maxime. Maël. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Alors un petit mot d'introduction simplement pour rappeler le contexte. Euh, cette cellule intervient, enfin en tout cas cette formation des accompagnateurs intervient dans le cadre d'une cellule de liaison et d'accompagnement que nous pilotons au ministère de l'Économie et des Finances dans un contexte que vous connaissez particulièrement bien de tensions économiques. Et c'est pourquoi on a voulu lancer ces cycles de webinaires. Là, c'est le deuxième, justement pour les accompagnateurs, parce que vous avez un rôle clé au plus près des structures en difficulté. Euh, cette cellule de liaison et d'accompagnement, en fait, elle a deux objectifs. Je les rappelle rapidement. Premièrement, c'est grâce à des données de l'URSSAF de suivre la santé économique des structures de l'ESS, que ce soit par secteur d'activité, par territoire, de regarder l'évolution de la masse salariale, l'évolution des modèles économiques. Et en deuxième temps, c'est d'apporter des solutions, que ce soit l'accès à des dispositifs de droit commun. Pourquoi je remercie encore Thomas Robert pour sa présence aujourd'hui de la DGE, mais aussi d'avoir des dispositifs plus spécifiques dédiés à l'ESS, que ce soit la mobilisation du DLA, la mobilisation d'outils de financement. Voilà, rapidement, cette cellule, elle a mobilisé énormément de ministères, que ce soit de la vie associative, du travail, etc., de la santé, des solidarités, des banques publiques, des banques privées, des accompagnateurs que vous connaissez tous très bien, comme l'Avise, France Active, etc. Euh, et donc là, l'objectif, c'est de se concentrer finalement sur comment vous outiller, comment répondre à vos questions en tant qu'accompagnateur avec l'Avise et puis France Active, que je remercie pour cette série de webinaires. Voilà, je ne serai pas bien plus long. Merci encore à tous pour votre présence, pour votre engagement. Et puis, peut-être je laisse la parole côté délégation ministérielle à l'ESS à Stéphanie Benamozig, que je remercie encore parce que c'est vraiment aussi elle qui pilote tout ce volet et qui fait un travail particulièrement important là-dessus. Voilà, merci à tous et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Maxime. Euh, Moi, je voulais juste rajouter donc effectivement nos remerciements très très appuyés pour tout ce que la Vise et France Active mettent en œuvre pour vraiment essayer de sortir par le haut de toutes ces difficultés et de ces défaillances qu'on peut identifier. Et moi, je voulais juste vous rappeler que des cellules régionales d'accompagnement sont en place dans vos territoires. Donc, elles sont plus ou moins opérationnelles, elles sont en train de se lancer. C'est les SGAR qui sont à la manœuvre avec les correspondants ESS qui sont en DRETS ou en SGAR. Et si vous êtes en lien avec des correspondants en vie associative, des DRVA ou des DVA, vous pouvez aussi leur en parler puisque du coup, ils sont dans la boucle. Et nous, ce qu'on fait au national, on le partage après dans les réseaux. Donc, vous pouvez avoir accès au support qu'on propose dans les cellules nationales où il y a tous ces éléments de données, d'actualisation sur les différents dispositifs. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec vos correspondants État, côté ESS ou côté vie associative pour avoir les éléments. Merci beaucoup. Merci Maxime et merci Stéphanie pour cette petite introduction. Je vais me permettre de reprendre la parole quelques minutes pour vous partager quelques règles de fonctionnement qu'on se donne ce matin. Donc, tous les liens vers les ressources qu'on va vous partager seront dans le chat. Vous pouvez utiliser pour partager des informations entre vous. Il n'y a pas de session questions-réponses prévu à l'oral. Par contre, vous avez un petit module de questions-réponses que vous avez normalement dans votre bandeau d'accès Zoom tout en bas, dans lequel vous pouvez poser vos questions par écrit. N'hésitez pas à spécifier le nom de l'intervenant ou l'intervenante auprès de qui vous voulez poser votre question.
si ça s'adresse à quelqu'un en particulier. On essaiera dans la mesure du possible, dans le maximum de nos capacités, de répondre à toutes vos questions. Et donc, juste pour vous rappeler, comme ça vous a été un peu dit, mais ce webinaire, il s'inscrit dans un cycle de 2 webinaires. Le précédent, c'était le 17 mars. Si vous n'avez pas pu le suivre, sachez le replay est disponible sur la chaîne YouTube de la Vise, donc vous avez la possibilité de le visionner après. Et du coup, Maxime et Stéphanie vous ont rappelé les objectifs, donc je ne vais pas le refaire. Je vais laisser Marianne vous présenter le programme de ce matin. Oui, parfait. Alors, Maëlle, je vois un écran noir. Est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas la projection? Je vais refaire le partage au cas où. Hop. Vous allez me dire si c'est mieux. Voilà, parfait. Parfait. Alors, pour le programme de ce matin, qu'est-ce qui est au menu? Donc, on aura une première partie qui sera vraiment sur la négociation de la dette, les leviers de négociation, les conseils juridiques, les dispositifs de droit commun qui existent. Pour cela, on remercie très chaleureusement 2 intervenants de très grande qualité qui nous ont rejoints ce matin, dont Maître Christophe Gély, qui est administrateur judiciaire à Toulouse, et Thomas Robert, qui est adjoint au délégué interministériel à la restructuration des entreprises. Ensuite, on parlera plutôt de comment finalement on tient le cap au cœur de la crise. Donc, pour ce faire, de la même manière, un intervenant, on est très très heureux de pouvoir l'accueillir, donc Didier Terclachine, qui est directeur associé de Terre d'Avance. Et enfin, on discutera finalement de quel est son rôle en tant qu'accompagnateur dans ces crises, donc le cadre, la relation, le parcours d'accompagnement. Et enfin, on essaiera de vous donner des ressources, voilà, des scénarios de sortie de crise, mais ça sera quelque chose, voilà, comme une ouverture, puisque ce n'est pas vraiment le sujet de la webconférence aujourd'hui. Et donc, pour ce faire, donc les 2 petites mains à la manœuvre, donc Maëlle Cassi, donc chargée de mission aux ressources et aux professionnalisations du DLA, dispositif local d'accompagnement, donc qui accompagne les dirigeants de l'économie sociale et solidaire, donc à la Vise, et moi-même, Marianne Chauvet, qui travaille donc au centre de ressources DLA Financement chez France Active. Merci Marianne. Et très rapidement, avant de rentrer dans le sujet de parler de dette, de parler de gestion de crise, on voulait vous proposer un très rapide quiz pour revenir sur 3 notions clés que vous avez vues pendant le premier webinaire normalement. Vous pouvez répondre au petit questionnaire que je lance. Ne vous inquiétez pas, c'est complètement anonyme, il n'y a aucun enjeu. La question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous sauriez relier les bonnes définitions à ces 3 concepts économiques et financiers que sont le plan de trésorerie, le besoin en fonds de roulement et la cessation de paiement? On vous propose 3 définitions. À vous de relier à ce qui vous semble être correct. Oh, ça va très vite, on a déjà une centaine de réponses. J'attends une petite minute. Donc ça, c'est des notions qui vous ont été présentées sur le premier webinaire, qui sont importantes d'avoir en tête avant qu'on commence cette session. Allez, je coupe ici. On a presque les 2 tiers des participants qui ont répondu. Hop. Marianne, est-ce que tu veux nous partager ce qu'il en était? Oui, Maëlle, avec plaisir. Donc, le plan de trésorerie qui est vraiment un outil primordial en temps de crise, qui permet d'anticiper les risques de cessation de paiement et de planifier les encaissements et les décaissements dans le temps. Nous ne saurons que vous conseiller de mettre en place cet outil. Après, une notion évidemment centrale qui est le besoin en fonds de roulement, donc qui est le besoin de trésorerie nécessaire pour couvrir ces opérations courantes, en tenant compte des décalages dans le temps entre les encaissements et les décaissements. Et enfin, la notion pivot, j'ai envie de dire des difficultés, qui est la notion de cessation de paiement, donc une notion beaucoup plus juridique que comptable. Donc, c'est quand on a une impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
Donc voilà pour les solutions. Merci Marianne. N'hésitez pas à me dire si vous avez un problème pour visualiser mon écran, mais je considère que c'est partagé et que tout fonctionne bien. Comme tu viens de nous le dire, Marianne, donc tu nous avais précédemment partagé que dans la gradation des niveaux de difficulté, la cessation de paiement, c'était vraiment une notion pivot, en fonction de laquelle, si on était avant, pendant, après, on ne pouvait pas mobiliser les mêmes solutions. Du coup, quand on navigue autour d'un risque ou d'une cessation de paiement avérée, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la logique générale à avoir en tête pour faire face à ces situations? Oui, bien sûr, Maëlle. Alors, il y a deux parties, c'est une métaphore qu'on aime beaucoup, c'est la métaphore du robinet. Donc, il y a une première partie qui est vraiment sur comment on gère les flux, hein, l'équilibre entre les revenus et les coûts pour stopper l'hémorragie, entre guillemets. Donc, il faut travailler les structures de ressources et les structures de coûts. Ça, c'est la première partie. Et puis finalement, ce qui reste, donc, c'est le stock de dette. Hein, c'est le passif exigible accumulé. Donc la FLAC, c'est comment on négocie donc avec ses créanciers pour passer le cap, hein, qu'il soit public ou privé. Et donc c'est ça qu'on va commencer à travailler. Puis après, tout d'abord, donc on peut avancer, Maëlle. Donc, avec Maître Gélis, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes administrateur judiciaire et votre présence ici, elle est précieuse pour toutes les personnes qui accompagnent des structures de l'ESS. On va essayer de démystifier finalement ensemble votre métier et les outils qui existent pour aider ces organismes qui traversent des difficultés. Donc tout d'abord, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, ce sont des termes qui peuvent faire un peu peur ou paraître lointains. Comment vous présenteriez-vous simplement à quelqu'un qui ne vous a jamais rencontré? Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je suis administrateur judiciaire, mais à Nancy, pas à Toulouse, mais Ah, ça n'a pas beaucoup d'importance. Bon, la présentation, c'est très imagé, enfin, pour essayer de rendre ça un peu accessible et pour parler de la même chose avec énormément de dispositions du Code de commerce, c'est pas très agréable. Moi, je définis le tribunal de commerce surtout comme un hôpital. Quand on va pas bien, alors même si le tribunal de commerce n'est pas forcément adapté, puisqu'il y a certaines des associations qui peuvent aller au TJ, mais maintenant on a le TEA, le tribunal des activités économiques aussi. Donc je vais parler de tribunal de commerce puisque c'est quand même principalement mon activité qui est là-bas. Le tribunal de commerce, c'est un hôpital. Quand on va pas bien, on va à l'hôpital. Plus on y va tôt, plus on a de chance de sortir vivant de l'hôpital. Et j'interviens en gros comme un urgentiste. Donc on essaye face à une situation plus ou moins désespérée qui nous arrive, on essaye de mettre en place des mesures qui permettent de sauver le patient, sauver l'entreprise. Administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, on appartient à la même famille, c'est le mandataire de justice. Une grande famille qui a été divisée en deux en 85. Pour les plus anciens, c'était précédemment connu sous le terme de syndic de faillite, et ça a été divisé en deux professions incompatibles. Je ne peux rien faire d'autre qu'administrateur judiciaire et les mandataires ne peuvent rien faire d'autre que mandataire judiciaire. C'est ma moitié d'orange, un mandataire judiciaire. Euh, Moi, je me définis plus concrètement au quotidien sur comme étant le moniteur de l'auto-école. Je suis à et l'objectif est d'arriver à suivre le chemin qui permet de sortir l'entreprise ou l'association du mauvais pas où elle est. Ça, c'est ma première mission vis-à-vis de la société. On remplace pas les gens, on est vraiment à côté pour trouver la bonne solution, puisqu'on navigue dans des eaux qui sont un peu compliquées, dans un schéma juridique qui est compliqué. Il n'y a pas quelqu'un à côté qui montre comment ça fonctionne. Le taux de survie est extrêmement faible. On va dire que je suis l'homme de l'avenir, entre guillemets, de l'avenir de la structure. Et le mandataire judiciaire, c'est plutôt l'homme ou la femme du passé qui va regarder ce qui s'est passé avant l'ouverture de la procédure. Et puis, en fait, deux missions principales, de faire intervenir l'AGS, donc c'est l'association de garantie des salaires pour prendre en charge les salaires qui sont impayés, et également de dresser l'état des créances. Donc, on n'intervient pas du tout, on intervient au même moment, mais pas sur les mêmes champs de compétences. d'accord. Et est-ce que vous vous percevriez d'abord
comme un juriste, un gestionnaire, un accompagnateur? Comment vous vous définiriez? Plus comme un accompagnateur ou un aidant, voilà. Avec la nécessité de respecter le droit, qui est forcément notre garde-fou, et comme j'ai l'image que j'utilise un certain nombre de fois. L'objectif, c'est de voir les structures le plus tôt possible avant que ça arrive au tribunal. C'est pas tant ça l'importance, mais c'est de récupérer des dossiers avec des gens qui sont avertis. Euh, on prend euh, j'essaye de parler plus près du micro, promis. Je prends l'image de quelqu'un qui ne sait pas nager et qui est jeté dans un grand bain, dans un grand bassin. Si on lui a pas appris un minimum de technique, la chance de survie est nulle. Donc l'idée, c'est de les accompagner en amont, d'expliquer comment ça fonctionne pour qu'il n'y ait pas trop de surprises le jour où ça arrive, parce que certaines situations sont évitables, mais certaines, c'est inéluctable. Et l'objectif, c'est de les préparer au mieux pour comprendre l'environnement, qui fait quoi, qui intervient quand et comment ça fonctionne. Parfait. Moi, j'ai une question très pratico-pratique, Maître Gélis. C'est concrètement, comment est-ce qu'une structure arrive jusqu'à vous? Est-ce que c'est toujours un tribunal qui vous désigne? Est-ce qu'une association peut vous contacter directement? Alors, ma mission débute systématiquement par la désignation d'un tribunal. Je n'ai pas le droit d'intervenir sans décision judiciaire. Euh, les structures arrivent chez nous de deux façons. Soit en allant au tribunal et le tribunal nous désigne. Donc là, on découvre le dossier, l'existence même du dossier, en général le jour de l'audience. Ça, c'est le pire des scénarios, puisque on n'a pas eu le temps de discuter avec le dirigeant, qui se retrouve dans une configuration qu'il ne connaît pas, ou le président, enfin, peu importe le titre. Et en général, ça se passe pas très bien puisque il y a un manque d'informations. Je reprends l'image du grand bain, on l'a jeté dans la piscine sans savoir nager. Ce qu'on préfère, c'est effectivement qu'en amont, les dirigeants, les présidents d'associations, peu importe, prennent contact avec les études d'administrateurs et de mandataires. Ça pose aucune difficulté en soi pour exposer le cas en disant j'ai telle et telle difficulté, quelles sont les possibilités qui se présentent, puisqu'il y a tout un panel de possibilités, que ça soit du judiciaire ou pas du judiciaire. Donc on verra après, effectivement, ça tourne autour de l'état de cessation des paiements. Mais il y a des mesures qui sont préventives, confidentielles, des mesures qui sont publiques, et il y a même des mesures qui ne sont pas en lien avec le tribunal de commerce, des mesures d'aide avec les CCSF, donc les commissions de chefs de services financiers, ou la Banque de France, ou la médiation du crédit, etc. Et est-ce que, justement, dans le secteur associatif et plus largement dans le secteur de l'ESS, vous observez des freins culturels de la part des structures, justement, à faire appel à vous? Alors moi, on m'a assez régulièrement reproché, pour les associations que j'ai eues, d'avoir un raisonnement industriel. Et effectivement, on est plus câblé pour les structures industrielles que pour les associations. Donc nous, ça nous demande une adaptation, ne serait-ce que parce qu'on va parler de tribunal de commerce, alors qu'en général c'est le tribunal judiciaire, qu'on envoie ou qu'on cherche des informations sur le montant du chiffre d'affaires qui ne veut pas forcément dire grand-chose dans les associations. C'est ce genre de détails, mais qui peuvent poser de difficultés à certaines associations. J'ai déjà eu. Bon, après, c'est une adaptation que nous devons faire sur le vocabulaire et l'adaptation de notre mode de raisonnement, puisque forcément, c'est pas tout à fait la même chose. Parfait. C'est vrai on a eu tout à l'heure le petit quiz avec la notion de cessation de paiement, mais moi je trouvais ça quand même intéressant de vous entendre, puisque vous êtes en direct pour expliquer ces notions donc aux dirigeants qui ne maîtrisent pas forcément ces notions. Comment vous les expliquez simplement pour leur faire comprendre l'enjeu en fait de ce pivot? Alors, juridiquement, c'est très compliqué de qualifier un état de cessation des paiements. On peut y être le lundi, ne plus y être le mardi. Bon, et c'est très volatile. Et toute entreprise qui est un peu tendue en trésorerie, on peut arriver à la mettre en état de cessation des paiements ou dire qu'elle n'y est pas. Enfin, c'est assez compliqué juridiquement de la qualifier très précisément. Mais c'est globalement l'arrêt du service de caisse.
Est-ce qu'avec la trésorerie qu'il y a sur le compte bancaire, on est capable de payer ce qui est dû? Oui ou non? En général, c'est l'URSSAF et la TVA qui sont les premiers impactés, et derrière, ce sont les salaires. Donc, de toute façon, ça, c'est inenvisageable. Mais oui, basiquement, c'est l'arrêt du service de caisse. Ok. Avant d'en arriver là, bon, il existe des procédures dites amiables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement et pourquoi ce sont souvent des options intéressantes à envisager? Euh, alors, vous avez plusieurs procédures. Vous avez deux grands types de procédures. Vous avez les procédures amiables. Donc, c'est mandat ad hoc conciliation. L'objectif, c'est de traiter de façon discrète les difficultés de l'entreprise, de l'association, peu importe. Euh, on va discuter avec un certain nombre de créanciers, donc en général l'URSSAF, le Trésor public et les établissements bancaires. L'objectif, c'est que ça reste confidentiel et qu'on traite confidentiellement la difficulté de la structure. Le frein, c'est les délais. On est enfermé dans des délais qui sont très courts, c'est 5 mois. Donc on a des stratégies qui nous permettent d'avoir un peu plus de délais, mais globalement, c'est 5 mois de discussion avec les créanciers. 5 mois, ça passe très vite. Il y a toujours Noël, les grandes vacances, des vacances scolaires, etc. Donc on perd énormément de temps sur ce genre de choses. Donc ça nécessite encore de l'anticipation, c'est-à-dire qu'il faut, en amont de la désignation, avoir discuté avec le mandataire qui sera choisi. Il n'y a pas nous avons une compétence nationale, les administrateurs judiciaires, et on n'a pas de spécialisation sur une activité particulière. Il n'y a pas de spécialiste des verreries, il n'y a pas de spécialiste des cimenteries, il n'y a pas de spécialiste des ESS. On est une compétence nationale et sur tout type d'activité. Après, il y a des appétences des uns et des autres, bien entendu, mais ça, c'est personnel. Donc tout ce qui est amiable, ça se traite en amont et il ne faut pas être en état de cessation des paiements pour pouvoir discuter. Il y a un certain nombre de prérequis aussi. Il faut que la structure, elle soit, alors c'est encore quelque chose qui n'est pas forcément adéquat pour l'association, mais qui soit rentable. Une structure qui est déficitaire par essence, on n'arrivera pas à réaménager les dettes sur enfin, si on gagne pas d'argent, que la dette soit réaménagée ou pas, ça règle pas le problème. On n'arrivera pas à équilibrer les comptes. Et de l'autre côté, donc vous avez les procédures dites collectives qui sont publiques, donc c'est sauvegarde, redressement, sauvegarde financière accélérée. Bon, les plus connus, ça reste le redressement, la sauvegarde et la liquidation judiciaire. L'objectif, c'est de geler les dettes, donc on arrête de payer tout ce qui est né avant une certaine date, qui est la date du jugement d'ouverture, et normalement, si c'est relativement bien préparé, on arrive à redémarrer l'activité puisque le redressement judiciaire, le jugement d'ouverture, c'est un arrêt total de la structure et il faut de redémarrer le lendemain. Et tout ceci, ça se prépare. Si c'est pas préparé, le redémarrage est extrêmement compliqué. Donc c'est toujours le même sujet, hein, c'est l'anticipation et la nécessité de rencontrer expert comptable, avocat, administrateur, mandataire, peu importe, mais le plus tôt possible pour avoir le temps de choisir, puisque dès lors qu'on a le choix, bah, au moins on a une certaine liberté, puisque si c'est inéluctable, bah, on va en procédure collective assignée par un créancier, et en général ça se passe très très mal, puisqu'on a très très peu de leviers. Les leviers, c'est principalement l'AGS, l'association de garantie des salaires. Alors c'est une association, hein, c'est pas une assurance, c'est une association de garantie des salaires qui prend en charge les salaires à l'ouverture de la procédure et qui normalement intervient dans un délai raisonnable entre 8 et 10 jours maximum en général. Et en même temps, on a quelques questions Oui. qui apparaissent sur le chat. Parfait. Un dirigeant d'une structure de l'ESS qui viendrait vous voir et qui dirait j'ai des dettes, je ne sais plus comment m'en sortir, quel serait le premier message que vous lui diriez? C'est déjà de savoir où on est, d'avoir un état des lieux précis, la cartographie de l'endettement, puisqu'on ne va pas traiter les dettes de l'URSSAF comme des dettes bancaires, on va pas traiter un PGE comme un découvert, on va pas traiter des dettes fournisseurs stratégiques comme des dettes d'un fournisseur non stratégique. C'est d'échanger, c'est de comprendre où il est. Ça, c'est vraiment la priorité pour après essayer d'échafauder des hypothèses de procédure vers quoi on peut s'orienter pour essayer de sauver la structure. Moi, j'ai une question que j'allais dire, tout le monde se pose, mais personne n'ose poser, mais en réalité, je ne l'ai pas encore vu passer dans le chat. Mais c'est combien coûte votre intervention et est-ce que c'est accessible pour les petites associations?
Oui, c'est accessible. Notre intervention, c'est un barème, c'est un décret qui arrête les modalités de calcul de notre rémunération. On peut ni faire plus ni faire moins. Il y a un droit fixe qui est de mémoire de 2 800 euros. Ça, c'est pour toutes les entités. Et après, on a un droit proportionnel sur le chiffre d'affaires et un bonus si on sort l'entreprise par un plan d'appurement du passif. Et on a également une rémunération si jamais on s'oriente vers un plan de cession. Donc un plan de cession, c'est quand on vend l'entreprise à un tiers. Et notre rémunération sur le chiffre d'affaires, ça fonctionne comme l'IRPP, donc comme l'impôt sur le revenu, mais c'est dégressif. La première tranche, c'est un montant qui est plus ou moins significatif. Alors j'ai pas les taux en tête. Et plus le chiffre d'affaires de la structure augmente, moins la rémunération est significative sur la tranche concernée. On a fait des simulations il y a quelques années sur ce que ça coûtait en termes de chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour une entreprise qui termine en plan de continuation, avec 18 mois de procédure, c'est 3% de son chiffre d'affaires annuel. Ok. Oui, merci pour l'ordre de grandeur. Et du coup, est-ce que c'est différent si on est en procédure amiable ou procédure collective? Et est-ce que c'est toujours la structure qui paye ou est-ce qu'il y a des systèmes de prise en charge? Alors, en procédure collective, redressement, sauvegarde, c'est un barème, on ne peut rien faire, c'est la structure qui paye, ça c'est une certitude. Et bien évidemment, enfin, moi je fonctionne comme ça, mais j'imagine que tous mes confrères fonctionnent comme ça. Si nos honoraires posent difficulté sur le montant qu'il faut payer à la date qui va bien, on accepte en général tous des moratoires. L'objectif c'est de sauver la structure, c'est pas pour la planter avec le montant des honoraires de procédure. Pour moi, le redressement est moins cher que le mandat ad hoc et la conciliation, puisque dans le redressement, il y a les organes de procédure à payer uniquement, administrateurs, mandataires et greffe. Euh, mais c'est barémé, c'est tarifé, donc on est capable d'avoir une estimation assez rapide. Dans le cadre du mandat ad hoc et de la conciliation, vous payez le mandataire ad hoc qui est désigné, et surtout, quand on discute avec les banques prennent des commissions de réaménagement, des commissions de restructuration, qui peuvent représenter des montants plus que significatifs, et peuvent également, dans certains dossiers, demander à ce que les avocats des banques soient pris en charge par l'entreprise concernée. Alors ça ne concerne pas les petites structures, ça concerne que les grosses structures. Voilà, c'est le peut être pour moi les conciliations sont plus chères. Euh, Et alors, pour revenir sur les honneurs à l'administrateur, j'ai vu passer effectivement, ouais, vous voyez, c'est mon prisme d'entreprise. On parle que du chiffre d'affaires, mais c'est effectivement tous les produits d'exploitation. Donc, on reprend les subventions, tout ce qui est considéré par l'association comme produit d'exploitation. Merci. Les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, elles accompagnent les structures de l'ESS au quotidien, elles font du conseil, du diagnostic, de l'appui. Et finalement, la question qu'on se pose rapidement, c'est quel rôle elles peuvent jouer pour faciliter le recours à vos services? Qu'est-ce qu'elles peuvent dire, faire ou au contraire ne pas faire? Je reviens juste 2 secondes sur la partie d'avant. J'ai oublié quelque chose d'important, c'est qu'il semblerait qu'il y ait des assurances qui existent, qui se soient un tout petit peu développées sur la prise en charge des frais de procédure, de mandat ad hoc, de conciliation et de redressement judiciaire. Il y a une compagnie d'assurance, je ne sais plus laquelle, qui a proposé ça il fut un temps, mais c'est dans le package assurance dirigeant. C'est a priori une option complémentaire, mais c'est quelque chose qui a existé ou qui existe à aujourd'hui, je ne sais pas. Je me souviens plus. Pour revenir sur ce que vous avez demandé sur le rôle à jouer, c'est de nous contacter. Moi, j'ai aucune difficulté pour répondre à une question d'un avocat, d'un expert comptable, d'un directeur, d'un président, d'une association, enfin peu importe. Même j'ai déjà répondu à des questions de France Active sur des problématiques qu'ils pouvaient rencontrer sur mon secteur, en tout cas sur tel et tel type alors j'ai pas le nom, peu importe, hein, ça va être là j'ai telle difficulté, comment ça peut éventuellement se traiter. Moi je réponds avec ce que j'ai comme connaissance à aujourd'hui. L'objectif c'est de trouver la meilleure voie pour essayer de sortir de la difficulté. Mais il faut prendre contact, enfin, c'est vraiment une priorité. Ouais, donc on peut vous contacter en premier rendez-vous comme ça pour une prise d'information. Voilà. Et ça, aucun mandataire ou administrateur ne vous fera une facture pour une consultation. On n'a pas le droit, puisque nous D'accord.
n'intervenons que lorsque nous sommes désignés par un tribunal. Et nous ne sommes pas pour autant le conseil de l'association qui viendrait nous voir. Donc, on va lui présenter tout ce qui est possible de faire, mais c'est pas à nous de prendre le choix stratégique, et au conseil de la structure. Merci beaucoup. Donc pour terminer, est-ce qu'il y a une phrase, un réflexe que vous aimeriez que les accompagnateurs puissent transmettre vraiment aux dirigeants qu'ils suivent pour que ça se passe le mieux possible dans ces conditions? Pour déposer, il faut être riche. C'est-à-dire que pour aller en redressement judiciaire, il faut de la trésorerie. Si on arrive en redressement judiciaire sans trésorerie, la structure est condamnée en général à brève échéance puisqu'on n'a pas les moyens de redémarrer l'activité. Puisque dès qu'on va en procédure collective, tous les fournisseurs vont demander des paiements comptants, donc des paiements immédiats à la commande. Et si on n'a pas la trésorerie disponible, on ne peut pas commander, donc on ne peut pas effectuer la prestation, quelle qu'elle soit, des commandes de repas, des commandes de clous, de vis, peu importe. Et donc on ne remplit pas son obligation vis-à-vis du client, et à ce moment-là, on ne peut pas continuer. Et ça s'arrête. Mais c'est tout le paradoxe du redressement judiciaire. Il faut être en état de cessation des paiements pour y aller, mais il faut de la trésorerie. Et ça se prépare. Donc anticiper, quand on sent qu'on y est proche, on vient vous voir pour choisir les meilleures options finalement pour nous-mêmes. C'est ça. Merci beaucoup, Maître Gélis. Merci vraiment infiniment aussi pour la clarté et votre temps que vous nous avez accordé. Se rappeler que demander de l'aide, c'est pas un aveu d'échec, et c'est souvent un acte de responsabilité aussi du dirigeant. Ouais, et juste reprendre il y a deux petits points qui sont apparus. Une collectivité locale peut verser une subvention en redressement judiciaire, pour moi, oui, sous réserve de la réglementation européenne sur l'aide des entreprises en difficulté. Ça dépend quel type de subvention. Et pour une structure qui va pas bien, on demande des tableaux de bord, et l'objectif c'est de s'adapter à ce qui existe en interne. On n'arrive pas, enfin moi en tout cas, j'arrive pas avec un avocat, un expert comptable qui vont complètement bouleverser le fonctionnement de la structure qu'on récupère. L'objectif c'est de faire avec les moyens du bord. Il y a des structures qui sont très bien outillées, des structures qui sont pas outillées, et on essaye de, de faire avec ce qu'il y a. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Maître Gélis, pour votre intervention. Ce que je vous propose, c'est de passer la parole à Monsieur Thomas Robert. Monsieur Thomas Robert, qui est adjoint au délégué interministériel aux restructurations d'entreprises. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Comme pour Maître Gélis, ce que je vous propose, c'est qu'on va tenter de démystifier ensemble votre métier et les outils complémentaires de droit commun qui existent pour aider les organisations de l'ESS à traverser des périodes de difficultés. Et du coup, pour reprendre l'expression de ma collègue Marianne, je vais vous poser un peu la même question. Restructuration aux entreprises, ça peut faire peur ou paraître un peu lointain. Comment est-ce que vous vous présenteriez simplement aux participants qui ne vous connaissent pas? J'aimais bien la métaphore de Maître Gélis concernant l'univers médical, et c'est vrai qu'en fait nous sommes en plein dedans dès lors qu'on parle des restructurations. Alors pour faire simple, hein, et on va vulgariser le propos, une restructuration, c'est lorsqu'une entreprise rencontre une difficulté. Je vais détailler un petit peu après de quoi il en retourne. Une entreprise rencontre une difficulté en raison d'une cause exogène d'ailleurs ou endogène, qui peut mettre en cause sa pérennité. Les exemples sont nombreux, hein. Elle peut très bien perdre de l'argent, elle perd un client, il y a un ralentissement de marché, ce qui fait que derrière, vous avez un poids un poids relatif dette et charges qui, du coup, effet ciseau, va être terrible pour la gestion de la trésorerie, un marché aussi qui peut évoluer, une entreprise aussi qui grandit trop vite. Bref, vous voyez que les cas sont très complexes et peuvent être nombreux. Et pour gérer au mieux cette difficulté, on va analyser donc la situation au cas par cas, et comme d'ailleurs ce qui a été dit précédemment, pour qu'il y ait traitement, il faut qu'on puisse objectiver la situation avec le panorama le plus objectif et précis possible pour savoir où se porte la difficulté, pour pouvoir derrière agir en restructurant, donc en y apposant des plans de dépensement ou un plâtre, toujours pour rester dans cette métaphore médicale, puisque le traitement justement se fait au cas par cas.
selon la typologie des difficultés que vous avez et des dettes et des créanciers. Parce que là aussi, comme ce qui a pu être dit précédemment, vous n'allez pas avoir la même manière de procéder à une négociation ou une analyse de la difficulté avec un créancier qui va être votre fournisseur, votre crédit bailleur ou votre banquier. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et bien sûr, et avant toute chose, et j'aurais dû commencer par là, la restructuration ne tient et n'a d'intérêt dès lors qu'elle est anticipée. Voilà, si je tiens le chrono et je veux le faire simplement, en expliquant. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la délégation interministérielle aux restructurations d'entreprises? Bien sûr. Quelle est sa mission? Combien de personnes y travaillent? Et puis aussi peut-être quel est votre lien avec Mhm. les commissaires régionaux aux restructurations et prévention des difficultés des entreprises? Bien sûr. Alors, pour faire simple, il y a beaucoup d'acronymes. Donc, je vais essayer d'y répondre dans le chat, mais je vais aussi surtout développer chaque acronyme, dans la mesure du possible. Au niveau national, en fait, vous allez avoir une digression. Pour présenter les choses, au niveau national, vous allez avoir le CIRI, le Comité interministériel de restructuration aux entreprises. C'est les restructurations qui sont faites par un service rattaché à la DG Trésor pour les structures de plus de 400 salariés, restructuration financière. Au bas de bilan, on touche uniquement ces parties-là. Pour les entreprises, quelle que soit leur taille, j'y reviendrai juste après, sans plancher ni plafond, vous avez la mission interministérielle de restructuration aux entreprises qui, elle, va agir donc en complémentarité et indépendamment des actions du CIRI, dans une logique 360 degrés. Elle va intervenir auprès donc, des structures qui sont principalement industrielles, parce que c'est vrai que c'est notre cœur de métier. C'est de la PME et PMI avec bien sûr parfois aussi des ETI, parce que nous n'avons pas de limite dans le soutien que nous pouvons apporter. Mais nous détectons et nous accompagnons donc les entreprises qui peuvent être en difficulté, qui rencontrent des difficultés. Et par notre volet 360, au sein de la mission interministérielle, justement, nous avons deux pans. Il y a un pan économique et travail, c'est pour ça qu'on parle d'interministériel, puisque nous sommes sous tutelle du ministre de l'Industrie et du Travail. Donc ces deux spécificités nous permettent d'agir dans cette logique transversale et d'analyser les différentes problématiques, qu'elles soient sociales, opérationnelles, industrielles et financières. Et donc d'agir dans un cadre aussi bien amiable, donc là c'est les procédures que Maître Gélis a pu présenter brièvement tout à l'heure, et aussi bien dans un cadre collectif, dans un cadre judiciaire, lors de procédures dites collectives, sauvegarde, redressement judiciaire, pour citer bien sûr les principales. Et pas de limite de taille, encore une fois, je le répète, et que ce soit en plancher ou en plafond, et dans un cadre local, pour qu'il y ait ce continuum. Donc là, je vous ai présenté la partie nationale. Vous avez le lien donc, qui s'opère avec les commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés, les fameux CRP, puisque la MIR pilote et anime ce réseau des commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés. Ces CRP sont basés au sein des DRETS, dans chaque région. Ils sont rattachés au préfet de région, hiérarchiquement. Grosso modo, vous avez 1 à 2 CRP, parfois dans les très grosses régions, plus de 3, mais il y a vraiment cet ancrage local. Et pour assurer ce continuum, en fait, ce réseau s'occupe des entreprises, là aussi essentiellement industrielles, de 50 salariés à 400 salariés. Et très souvent, lorsque l'intérêt le commande, souvent parce que ce sont des entreprises à véritable impact territorial, elles sont même sur demande du cabinet, elles remontent au sein de la MIR. Du coup, vous avez dit pour les commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés, plutôt entre 50 et 400 salariés, c'est ça? C'est ça, oui. Et du coup, donc, comment est-ce qu'on le saisit? Et puis, la question qu'on se posait aussi, c'est est-ce qu'on peut le saisir pour des structures qui sont déjà en procédure judiciaire? Oui, absolument. Alors, l'avantage, que ce soit le commissaire aux restructurations ou la commission des services financiers ou le CODEFI, vous avez un portail d'accès où vous tapez le nom de l'organisme que vous souhaitez saisir ou des services de l'État. Donc là, exemple, vous tapez commissaire aux restructurations sur Google, enfin votre navigateur, vous tapez commissaire aux restructurations et vous allez voir toute la liste des commissaires qui va apparaître. Vous saisissez, vous, sur la partie gauche, le filtre du commissaire qui vous intéresse dans la partie territoriale, sachant que vous allez saisir, bien sûr, le commissaire du département dans lequel le siège social est installé.
Donc, il y a une liste qui est sur le site du gouvernement, ou sinon au sein de l'adresse. Vous vous rapprochez de l'adresse au niveau local, ou bien sûr des services fiscaux et sociaux qui vous renverront vers le commissaire aux structurations. En tout cas, c'est bien fléché. Et du coup, je me permets, vous avez utilisé un acronyme mais que vous n'avez pas forcément défini, c'était le CODEFI. Alors, les codéfis. Effectivement, quand on dit codéfis, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui se portent derrière ce comité, il faut voir, quand on parle de CRP, codéfi ou CCSF, on reste à la maille toujours départementale. Je le dis dans un cadre aussi confidentiel, ça c'est aussi très important. Un codéfi, c'est le comité départemental d'examen des difficultés de financement des entreprises. Ça va au-delà des simples difficultés de financement, bien sûr, puisqu'un codéfi a matière à être saisi dès lors qu'une entreprise rencontre une difficulté. Là aussi, on raisonne toujours le plus en amont possible. Vous saisissez le codéfi donc dans le cadre votre siège social est installé, donc dans le département, pour avoir un suivi auprès des services de l'État à titre confidentiel. Et aussi, ça bénéficie d'une grosse réactivité puisque vous allez être pris en charge par un représentant des services de l'État qui va analyser votre situation et vous réorienter vers les dispositifs idoines, donc soit les dispositifs de droit commun ou soit les acteurs qui ont matière à vous accompagner pour régler votre difficulté, votre problématique. CODEFI, est-ce qu'il y a un seuil en termes de taille de la structure? Alors, le seuil, la limite, ça va être surtout au niveau du plafond. On ne dépasse pas les 400 salariés. Ça fait comme on fait le CRP, dès lors que vous êtes à la maille locale, pour faire simple aujourd'hui, si on doit caricaturer, la maille locale, département, région, on reste à 400 salariés. Très souvent, les codéfiés saisis par des structures de 10, 20 salariés, mais dès lors que vous avez un salarié, vous pouvez saisir le codéfi. Donc une micro-entreprise, une TPE peut largement saisir le codéfi. Toute entreprise, dès lors qu'elle est potentielle. Pardon. Je vous en prie. Et même question, le CODEFI peut-il accompagner une structure qui serait déjà en procédure judiciaire? Oui, c'était votre question, effectivement, et je n'y ai pas répondu. D'ailleurs, je vais y répondre en même temps que pour les CRP, puisque c'est la même chose. Là aussi, dans un principe de continuum des procédures et de l'accompagnement. Que vous soyez pas en procédure amiable ou en procédure collective, le CODEFI a matière à vous suivre et à vous accompagner. Et c'est la même chose concernant les commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés. Et vous avez utilisé un dernier acronyme que vous avez commencé à définir, CCSF. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aussi? Oui, CCSF. Alors, la CCSF, c'est la commission départementale des chefs des services financiers. Elle peut être saisie par une entreprise individuelle ou une société qui exerce une société qui va être surtout quand même commerciale, artisanale ou même libérale, voire agricole. Et très généralement, cette commission va être saisie dès lors que vous avez deux typologies de dettes différentes. Pourquoi je dis ça? Parce que, encore une fois, je pose le cas très souvent. Quand vous avez une dette avec les URSSAF, une seule typologie de dette, vous allez la traiter en bilatéral avec les URSSAF. Dès lors que vous allez avoir deux typologies de dette fiscalo-sociales, vous passez par un traitement plus simple. En fait, vous allez uniformiser les procédures, vous allez concaténer vos difficultés pour qu'elles soient traitées par un seul et même interlocuteur, qui donc est représenté par les finances publiques, parce que c'est les finances publiques qui président ce comité et qui vont combiner en fait vos demandes pour faire en sorte de derrière sortir un moratoire, rééchelonner vos dettes pour que la situation de trésorerie soit la plus saine possible et que vous puissiez faire face aussi à vos dépenses courantes et à votre activité, mais toujours dans un cadre où il y a une pérennité. C'est vrai que je ne l'ai pas suffisamment dit, ou même je n'ai pas encore dit. J'ai parlé de prévention, on est dans l'anticipation toujours, ça c'est une évidence, mais pour qu'il y ait un intérêt dans le suivi et l'accompagnement par le CRP ou la CCSF, ou bien sûr avec une saisine du CODEFI, il faut que l'entreprise soit, la structure, soit rentable et soit pérenne. Vous n'arrivez pas si vous êtes structurellement déficitaire et que déjà au niveau de votre BE, vous avez plusieurs années négatives et vous voyez que vous n'allez pas pouvoir faire en sorte de repartir sur une dynamique positive, pour quelque raison que ce soit. En tout cas, s'il n'y a pas de pérennité avérée, parce qu'on va vous demander dans le cadre d'un reporting, des dépôts de pièces et de documents, un business plan, un prévisionnel de trésorerie. Donc si ce dernier fait apparaître un niveau clairement déficitaire et qu'il n'y a pas de rebond possible, alors même que derrière vous demandez un plan d'appurement, si le plan d'appurement ne permet même pas d'ailleurs d'avoir un EBE positif, vous allez
directement aller en case liquidation judiciaire. Enfin, vous irez en tout cas en procédure collective. C'est une orientation qui peut se faire au niveau de par ses interlocuteurs, ce niveau de conseil? Oui, on peut effectivement, ils vont vous présenter les dispositifs. Alors ça, c'est souvent en fait le CODEFI qui va vous présenter ces éléments-là. C'est pas le rôle de la CCSF. Le CODEFI, comme son but est de vous accompagner et de vous orienter vers les procédures et les acteurs idoines, ils sont en mesure, au regard des éléments fournis et des différents éléments comptables et financiers et économiques, vous orienter vers cette procédure-là, tout à fait. Et les auxiliaires de justice dont nous avons un éminent représentant aujourd'hui, que sont les administrateurs judiciaires. Merci beaucoup, Monsieur Robert. J'ai une dernière question peut-être pour ces accompagnements, que ce soit par les CRP, les CODEFI, les CSF. C'est sur quelle durée finalement que ça peut se faire? Est-ce que vous avez un ordre de grandeur? Oui, et je vais en profiter pour apporter un autre élément juste avant. Donc j'avais rappelé que c'était confidentiel, c'est gratuit, vous saisissez les services de l'État. Confidentiel, c'est un intérêt puisque vous n'allez pas être fiché par la Banque de France, personne ne va être au courant. En tout cas, vos clients et vos fournisseurs ne vont pas être au courant que le CRP ou le CODEFI ou la CCSF ont été saisis. Donc ça, c'est un élément à mettre quand même en perspective. Et la durée, entre le moment où vous déposez le dossier et le moment où l'accompagnement se termine, si vous présentez un plan de rééchelonnement de vos dettes qui va durer, par exemple, 3 ans ou 2 ans, vous allez avoir un accompagnement qui va durer 2 ans. Alors, il n'y a pas, vous n'allez pas aller les voir tous les mois. Dès lors que le plan suit son cours, chacun, bien sûr, reste où il est, le plan est déposé, mais ça peut durer de plusieurs mois à effectivement 24 mois, grosso modo, pour la partie en tout cas fiscale ou sociale avec la CCSF. Pour un CRP, c'est plus délicat puisque, à répondre, le CRP a matière à intervenir et à être en appui auprès du dirigeant pour des problématiques qui sont très diverses. Une difficulté lié à un dépôt de permis ou en relation avec la DREAL ou la direction des territoires, la DDT, ou la dette pour de l'activité partielle vers une réorientation des services de l'État là aussi qui sont compétents pour mettre en place l'activité partielle. Donc le suivi peut durer beaucoup plus longtemps. Ou alors, il peut être beaucoup plus court s'il s'arrête à la simple réorientation. Vous saisissez le CRP vous dit « Ok, vous avez là cette problématique, je vous dirige vers tel acteur ». Qu'ils soient privés ou publics. En général, ce sont quand même des acteurs, bien sûr, privés qui peuvent être multiples. Un CRP n'a pas matière à orienter une entreprise vers un seul acteur, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêt, vous en doutez bien. Et de l'autre côté, au niveau des services de l'État, aussi forcément plus simple, puisque il n'y a qu'un seul acteur au niveau des services de l'État qui représente une fonction ou qui représente certaines attributions. Donc plus difficile, je suis plus mitigé, désolé, je prends plus de temps pour répondre pour le CRP parce que ça va vraiment dépendre de la typologie, de la problématique ou de la difficulté. En général, c'est de plusieurs jours, plusieurs semaines à plusieurs mois. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Robert. Peut-être juste une question que j'ai vu passer dans le chat sur l'éligibilité des associations à but non lucratif sur ces différents dispositifs. Alors là, en fait, la saisine se fait auprès soit du secrétaire permanent donc du département du siège social. Donc c'est ce dernier qui reçoit les pièces en fonction des éléments qui sont, comme la saisine se fait au cas par cas, vous allez avoir une réponse qui va être donnée au cas par cas. Donc vous dirigez vers soit la CCSF de votre département, soit le secrétaire permanent de votre département pour lequel il y a les listings. Donc soit je vous enverrai les liens pour que ce soit plus simple, pour que ce soit derrière routé, soit vous tapez juste les noms comme je vous l'ai dit sur votre navigateur, vous avez le lien de connexion, vous leur adressez votre demande et ces derniers vous répondent en fonction de la qualité de votre problématique. Et normalement, c'est ouvert. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup, Monsieur Robert, pour votre présence avec nous, pour votre éclairage sur l'organisation des instances de l'État relatives aux difficultés des entreprises. Je pense qu'on pourrait peut-être nous reprocher de ne pas nommer le fait que sur le terrain, il existe des freins culturels. Maître Gélis en a parlé, peut-être même aussi quelquefois des freins opérationnels pour l'accès des structures de l'ESS aux dispositifs de droit commun.
d'ailleurs dans un sens comme dans l'autre, hein. Ça peut être aussi des freins de la part des structures qui n'osent pas aller vers ces instances-là. Mais il nous semble que, en tout cas, votre présence ce matin nous rappelle que la connaissance de l'écosystème d'accompagnement et, enfin, dont le droit commun, c'est un levier pour optimiser le soutien qu'on pourrait apporter aux structures de l'ESS. Voilà. Donc, merci pour votre intervention et pour les éléments de présentation. Je vais garder la main 1 minute, juste pour partager 2 ressources qui peuvent éventuellement intéresser les personnes présentes. Toujours dans la logique de démystifier un petit peu les procédures, ce que sont les procédures, les dispositifs de droit commun. On vous conseille 2 ressources. Un guide pratique, le guide de l'entrepreneur engagé du FHBX sur le droit des entreprises en difficulté et le cadre juridique des procédures, avec des conseils et des leviers d'action. Et puis, plus court, un article de sensibilisation en ligne, Panorama du système des entreprises en difficulté, qui est un article de l'Institut français des praticiens des procédures collectives, voilà, qui est plutôt un contenu pédagogique beaucoup plus court pour avoir un vernis de culture sur ce que sont les procédures. Je vous propose de passer à la suite. Merci Maëlle. Alors maintenant qu'on a bien en tête donc la flaque d'eau, on va s'intéresser un peu plus donc au robinet. Et pour cela, donc on a le plaisir de recevoir le directeur associé chez Terre d'Avance, Monsieur Didier Tcherkachine. Didier, pouvez-vous vous présenter ? Oui, bonjour. Alors, je ne suis pas plombier, hein, contrairement à la métaphore de la flaque d'eau, mais je suis consultant et formateur donc, dans ce cabinet qui s'appelle Terre d'Avance, qui est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises à impact social, sociétal, territorial. Donc, on travaille évidemment beaucoup avec le champ de l'économie sociale et solidaire. Et on accompagne ces entreprises dans toutes les étapes de leur vie, de la création, en passant par les projets de développement, et puis bien sûr, parfois, par les situations de difficulté. On va parler de l'accompagnement que vous faites auprès des structures en situation de crise. On a introduit ce webinaire en évoquant une panoplie d'outils, de dispositifs plus ou moins techniques mobilisables. Pour autant, on avait évoqué lors du tout premier webinaire, et vous en avez parlé aussi au début, qu'il y a toute une série de facteurs externes, des problématiques de conjoncture, changement de modalité de financement, la concurrence du privé lucratif qui dépasse le simple cadre et le simple périmètre d'une bonne gestion, entre guillemets. Et du coup, la question qu'on voulait vous poser, c'est comment est-ce que les dirigeants, les dirigeantes que vous accompagnez, qui passent par ces phases de difficulté, vivent cette dualité? Alors, déjà, c'est vrai que dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, on a, on va dire, des configurations de gouvernance ou de direction qui sont très variables. En tout cas, qui peuvent être différentes que dans une entreprise classique. Et le vécu de la part des dirigeants va vraiment varier en fonction de la manière dont le système de décision est organisé, la manière dont les instances fonctionnent. On a des associations où il y a un conseil d'administration, mais qui n'est pas très actif, pas suffisamment, ou à l'inverse, qui est trop intrusif dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc, la question de la réaction des dirigeants face aux difficultés, elle varie vraiment en fonction j'ai envie de dire, du bon, du mauvais fonctionnement du collectif de décision, en tout cas de la gouvernance. Souvent, effectivement, il y a une addition, hein, c'est ce que vous dites, de facteurs externes et internes. Et c'est souvent d'ailleurs la conjonction des deux qui fait que l'entreprise rentre dans des difficultés importantes. Voilà. Et la perception des dirigeants par rapport à ça peut évoluer. Il y a une étude de BPI France qui est assez intéressante. Ouais, je crois que la slide arrive. Qui montre qu'en fonction finalement de la temporalité, la perception des causes réelles des difficultés rencontrées par l'entreprise, elles peuvent évoluer. Alors là, on est sur
un sondage qui ne concerne pas que les entreprises de l'économie sociale, hein, c'est toute entreprise confondue. Donc, on n'a pas le prisme spécifique de l'ESS. Mais c'est intéressant de montrer que finalement, un entrepreneur ou une entreprise, un dirigeant qui a connu des difficultés va appréhender de manière différente les causes réelles des difficultés et aussi la relation à l'échec. Au-delà de cette étude, il y a aussi je trouve un rapport qui est assez intéressant, qui a été dirigé par Hélène Bourboulou, là, qui est une administrative judiciaire, en octobre 2024. Je peux vous mettre le lien dans le chat, qui justement observe la réaction des dirigeants face aux difficultés, et notamment cette notion d'échec, ce terme, je le trouve extrêmement agressif, entre guillemets. Et c'est vrai que suivant les cultures, on n'a pas tous la même réaction par rapport à la notion d'échec ou de difficulté. Voilà. Aux États-Unis ou dans d'autres pays, la relation ou le rapport à la non-réussite, on va dire ça comme ça, est de nature très différente. Merci. Donc peut-être on va rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet, entre guillemets. Didier, quand vous intervenez auprès d'une structure de l'ESS qui est franchement au bord du gouffre financier, voire qui a déjà atteint la cessation de paiement, quelle est la première chose que vous regardez avant même d'ouvrir les comptes? C'est une bonne question. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à se précipiter sur le compte de résultat, le bilan et le plan de trésorerie. L'entreprise qui est en difficulté, elle est en difficulté. Donc on sait de toute façon que les comptes seront mauvais. Du coup, la première chose qui, moi, me semble intéressante, en tout cas dans les entreprises qu'on accompagne, c'est la situation des personnes. Parce que les entreprises, les personnes morales, hein, associations, coopératives ou autres structures, ont des vies, se créent, se développent, s'arrêtent. L'important, c'est voir quel est l'impact sur les gens et la manière dont les personnes vivent ces situations-là. Et donc, ce que je regarde en premier, oui, c'est plutôt on va dire, la santé psychologique, mentale des dirigeants, de l'équipe dirigeante, son état d'esprit, sa mobilisation, sa disponibilité et finalement son ressenti par rapport à la situation. Et j'ajouterais une chose, c'est que ce qui me semble vraiment important dans la relation avec les entreprises qui sont en difficulté, c'est le plus possible d'être en présentiel, c'est-à-dire d'aller sur place, de rencontrer les gens. La visio est un très très mauvais outil pour démarrer, je trouve, un accompagnement d'une entreprise qui est en difficulté. Merci. Alors, si on reprend un petit peu notre métaphore originelle, donc celle du robinet. Donc, Mel, tu peux remettre le schéma si tu veux. Donc, ma question, c'était, finalement, si on prend une échelle des difficultés, qu'est-ce qui relève plus de la flaque d'eau qu'on doit éponger et qu'est-ce qui relève du robinet qu'on doit fermer ou ouvrir? Alors, évidemment, ce qui est difficile à gérer, c'est quand les deux dysfonctionnent. C'est quand on a un robinet qui fuit et une grosse flaque d'eau, hein, bien sûr. Mais à choisir, je préfère une flaque d'eau à un robinet qui fuit, si vous voulez. Surtout si on a du mal à arrêter le robinet. C'est-à-dire que une flaque d'eau, ça a été rappelé tout à l'heure, un certain nombre de dispositifs pas que ce soit en termes de procédures collectives ou amiables, que ce soit en termes de dispositifs de négociation des dettes, une flaque d'eau, ça s'éponge. Et je pense qu'en France, les entreprises, quelles qu'elles soient, et les associations en font partie, et les coopératives aussi, bien sûr, ont des solutions. Enfin, on peut trouver des solutions pour éponger la flaque d'eau. Ce qui est plus difficile, c'est d'arrêter un robinet qui fuit, surtout si la fuite est importante. Parce que là, on s'attaque à des problématiques plus complexes de positionnement marché, de perte de clients ou de financeurs publics, des problématiques d'organisation, de qualité de service. Et tout ça se règle pas simplement. Après, dans l'ordre des choses, c'est important d'éponger la flaque d'eau pour éviter une cessation de paiement qui entraîne une liquidation judiciaire.
Mais il ne faut pas oublier de fermer le robinet, évidemment. Voilà. Et c'est ça qui est compliqué. Dans l'accompagnement, en tout cas, c'est ce qui est le plus difficile, je trouve. Euh, Quel que soit l'accompagnateur, c'est ce qui est le plus difficile. C'est comment on arrête le robinet. Merci Maëlle pour le schéma. Moi, j'avais une question aussi pratique finalement, puisqu'on est entre accompagnateurs aujourd'hui. C'est comment on peut expliquer, entre guillemets, le bon niveau de difficulté à une gouvernance qui paniquerait? C'est vrai que la gouvernance, en tout cas le système de décision, c'est un élément clé. On y reviendra tout à l'heure sur les facteurs de réussite. Ce qui fait souvent la différence entre une entreprise qui a une capacité à se relever et une entreprise qui ne l'a pas, c'est la mobilisation ou le bon fonctionnement de la gouvernance ou de l'équipe dirigeante. Et c'est vrai enfin, je pense que c'est comme ça que moi je prends mon rôle et je pense, puisqu'on s'adresse à des accompagnateurs hein, dans le cadre de ce webinaire, le rôle premier que nous avons ensemble, c'est euh, finalement de prendre en compte le ressenti exprimé par les dirigeants de l'entreprise et de voir en quoi ce ressenti il est objectif et il se rapproche de la réalité. Souvent, le ressenti, il est décalé. On a des entreprises ou des entrepreneurs qui sont quelque part trop optimistes, et puis à l'inverse. Voilà. Et donc, le rôle de l'accompagnateur, souvent, c'est de trouver cet équilibre, enfin, recréer un équilibre en disant, voilà, est-ce qu'on peut essayer d'objectiver cette panique voilà, et qu'est-ce qui fonde votre, finalement, enfin, c'est des questions à poser. Je pense que par rapport à ces situations, il faut agir avec beaucoup d'humilité, je trouve. C'est-à-dire que c'est très difficile de définir le bon niveau de difficulté. Je crois que ça a été dit tout à l'heure quand on parlait de l'association de paiement. C'est une notion qui est, pour moi, très difficile à définir parce qu'elle est fluctuante. Et puis, on a des entreprises qui sont, on va dire, théoriquement en cessation de paiement et qui tiennent des mois, voire des années, par des jeux d'équilibre. Vous voyez. Donc, voilà, la question de l'évaluation de l'échelle des difficultés, il faut l'appréhender avec beaucoup d'humilité. Il faut essayer de l'objectiver, évidemment, par rapport à des choses très, très concrètes sur la capacité de règlement des dettes, payer les salaires, payer les charges sociales, par exemple, en tout cas les dettes incompressibles et urgentes. Projeter un peu les choses avec un plan de trésorerie. Le plan de trésorerie, c'est l'outil miracle, enfin miracle. Euh, un des outils les plus importants, je trouve, de la gestion d'une crise parce que c'est ce qui permet de revenir à des principes de réalité très très concrets sur le fonctionnement de l'entreprise et des impacts de la situation par rapport à l'évolution de la situation de trésorerie. Moi, je voulais vous poser une question, Didier, sur la partie analyse de la situation quand vous arrivez dans la structure. Quand vous faites le diagnostic économique du coup d'une structure en difficulté, comment est-ce que vous arrivez à distinguer rapidement ce qui est plutôt un problème lié au niveau d'activité de ce qui est plutôt un problème lié à la structure de coût et qu'est-ce que ça change dans la réponse que vous pouvez apporter? Là, on est vraiment sur une approche, enfin, c'est un diagnostic de l'existant. Alors, faut faire attention, là aussi, je pense qu'on en reviendra tout à l'heure, à ne pas se contenter d'analyser la situation d'une entreprise et ses difficultés au seul prisme de la situation financière. Parce que la situation financière, en tout cas dans 99% des cas, c'est la conséquence d'autres facteurs. De positionnement marché, d'évolution de l'activité, d'évolution des coûts, etc., mais liées à des questions d'organisation, à des questions de système d'information, etc. Après, quand on veut faire la différence entre, quand on veut bien comprendre l'origine des causes, et notamment est-ce qu'on est plutôt lié
une baisse de l'activité ou une évolution des coûts. Là, ça dépend vraiment des secteurs d'activité. C'est une connaissance des secteurs d'activité nécessaire, je trouve. Je ne sais pas, un chantier d'insertion, par exemple, dans le réemploi, on ne va pas l'analyser de la même manière qu'une coopérative ou une SCOP industrielle. Voilà, ce que je dis est évident, mais la spécificité des secteurs d'activité est très importante pour se faire une analyse précise. Voilà, puis après, on a des outils nécessaires. On a beaucoup d'entreprises, alors c'est beaucoup vrai, enfin, c'est extrêmement fréquent dans l'économie sociale, avec un nombre important d'activités différentes qui ont des modèles différents, des domaines d'activité stratégiques finalement de nature différente, qui ont des équilibres économiques de l'ordre. Et donc, ça veut dire que, par exemple, travailler sur une approche analytique peut être utile. C'est assez peu fréquent que Enfin, il arrive, en tout cas pour les petites structures, d'être pas équipées sur l'analytique. C'est une chose qui peut être intéressante à faire. Je parlais du plan de trésorerie, mais travailler dans des délais courts sur une relecture analytique des comptes, c'est nécessaire parce que on peut avoir des situations très très différentes d'une activité à une autre dans une association, dans une entreprise de l'ESS en général. Je rebondis sur ce que vous disiez en introduction sur le fait qu'il ne faut pas analyser la situation que sur le prisme économique et financier. Est-ce que vous auriez un exemple, même anonymisé, à nous partager sur là où le diagnostic a révélé quelque chose d'inattendu, quelque chose qui n'était pas forcément visible à première vue dans l'analyse économique et financière? Oui, alors j'en ai plein, mais c'est vrai que j'en ai un que j'ai un peu préparé. Je veux bien qu'on projette les diaposystèmes parce que je vais m'appuyer dessus. C'est un outil qu'on utilise beaucoup chez Terre d'Avance, à la fois pour poser l'état des lieux, mais aussi pour identifier les facteurs de relance. Voilà, donc c'est qu'on appelle la matrice systémique, hein. Ça permet de comprendre un petit peu les liens entre les différents systèmes de l'entreprise. Et donc l'exemple que j'ai en tête, c'est une cafétéria d'insertion qui était basée, enfin, qui est toujours basée d'ailleurs, sur une zone d'activité industrielle, avec une clientèle assez captive, hein, puisque plutôt très bien située au centre du parc d'activité, donc avec des entreprises qui viennent déjeuner à midi notamment. Et c'est vrai que cette entreprise étant en difficulté, je ne comprenais pas au départ. Pourquoi? Parce que on avait une forte fréquentation, des clients satisfaits, enfin, plutôt une hausse de l'activité. Enfin, c'était assez incompréhensible, une équipe qui semblait être complètement bien tenir la route. Voilà. Et en fait, j'ai passé une journée à observer. J'ai fait ce qu'on appelle une immersion. Voilà. Je me suis modestement intégré à l'entreprise en regardant un petit peu fonctionner. En fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que euh, on avait finalement des assiettes qui étaient trop remplies et énormément de choses qui étaient jetées à la poubelle. Euh, il y avait un gâchis important de matière. Et quand on regardait ensuite l'impact sur, par exemple, le coût des matières premières, on était très élevé par rapport au ratio habituel de la restauration. On cherche en général à être autour de 30%. Mais on était sur peut-être 45% en tout cas des coûts d'exploitation qui étaient représentés par les dépenses de matières premières, donc les achats. Voilà. Et donc, il y a eu plusieurs raisons à cela. Et en observant un peu ce qui se passait, donc il y avait effectivement ces assiettes qui étaient trop remplies. Et puis il y avait aussi beaucoup comment dire, de nourriture qui était jetée parce que pas consommée, parce qu'il y avait quand même des fluctuations de fréquentation dans la cafétéria en général. Le mardi et le jeudi, il y a beaucoup de monde. Le lundi et le vendredi, il n'y a pas grand monde. Après, ça dépend aussi des saisonnalités. L'été, l'hiver, c'est pas du tout les mêmes fréquentations. Et ce dont je me suis aperçu, et là, ça concerne le système d'information, vous voyez en bas à gauche, là, c'est que on avait un directeur qui était super équipé avec des tableaux de bord dans tous les sens. Il était capable de prévoir les fréquentations. Enfin, en tout cas, il faisait un retour sur les fréquentations sur les consommations. Sauf qu'il ne partageait pas ces tableaux de bord et ces outils avec les personnes qui étaient en capacité de décider. Par exemple, le chef cuisinier n'avait pas l'information sur ses fréquentations.
les personnes qui étaient au service ne savaient pas finalement qu'elle était, enfin, en tout cas, n'était pas forcément alertée par ces pertes de nourriture, etc. Et donc, ça m'a surpris, et du coup, on a essayé de travailler avec toute l'équipe sur le fait, déjà, de partager un peu tous ces constats et de voir ce qu'on pouvait faire évoluer dans la structure, et notamment sur le fait que les bonnes informations arrivent aux bonnes personnes. Donc, c'est un bon exemple pour montrer qu'il y a une situation financière qui est difficile, hein, l'entreprise perd de l'argent de manière structurelle. Il y a un système de valeurs, un positionnement qui fait que chacun a envie de bien faire. C'était le cas des personnes qui chargeaient les assiettes, par exemple, mais qui, quelque part là, étaient comment dire, engendraient des éléments plutôt difficiles. Et un système d'information défaillant, en tout cas, pas lié au système de décision. Vous voyez, si par exemple, c'est pas la bonne personne qui a la bonne information, elle peut pas agir. Or là, il fallait effectivement pouvoir réorganiser tout ça. Donc, vous voyez, c'est un exemple qui est pas, enfin, qui est assez simple, hein, mais qui montre un petit peu le fait que quand les systèmes sont pas connectés, quand il n'y a pas les bonnes liaisons entre les différents systèmes de l'entreprise, ça peut dysfonctionner et générer des difficultés qui peuvent être profondes. L'entreprise, elle était pas loin de la cessation de paiement parce qu'elle accumulait des résultats déficitaires depuis plusieurs années. Merci. Donc là, c'est vrai qu'on vient de parler un peu de la structure de coût, et c'est toujours intéressant de se rappeler qu'elle s'inscrit dans la réalité, hein. Donc, il y a un moment où il faut être là, il faut voir comment les choses s'imbriquent. Et moi, j'avais plutôt une question là sur les ressources. C'est vrai qu'il y a des délais de paiement, je pense notamment aux subventions, qui peuvent poser en fait de fortes enjeux, des défis aux structures de l'ESS, surtout en période de crise. Et la question, c'était quelles étaient les actions concrètes que vous recommandez finalement pour accélérer les encaissements dans les premières semaines d'accompagnement, parce qu'on sait que ça, c'est souvent très primordial. Ouais, faut éponger la flaque d'eau. Et c'est vrai que Christophe Gélis évoquait tout à l'heure ce paradoxe qui est que quand on est en difficulté, on a besoin de cash et de trésorerie. Ça peut paraître complètement absurde, mais c'est la réalité parce qu'effectivement, le fait, par exemple, de rentrer dans une procédure collective fait que on va avoir besoin de dégager de la trésorerie pour continuer à exercer son activité tout simplement. Même si le fait de geler la dette apporte quand même des... Voilà. Alors, la procédure collective ou amiable peut être une première solution. C'est-à-dire que, ça a été dit tout à l'heure, on peut, à travers une procédure amiable, accompagnée ou pas d'ailleurs, hein, on peut essayer de négocier quand même avec ses créanciers, même si on ne passe pas par un interjudiciaire, hein, ça peut se faire. Mais en tout cas, ces procédures, amiables ou collectives, enfin judiciaires, peuvent apporter une partie de la solution. Et après, il y a des choses toutes simples à faire. Moi, ça m'arrive d'organiser avec les entreprises que j'appelle des journées relance. En disant tout le monde se met à son téléphone, on prend ce qu'on appelle la balance âgée, hein, vous voyez, tout le monde sait ce que c'est, c'est-à-dire c'est la liste des créanciers. On trie quels sont les plus gros montants à aller chercher, et puis on se répartit. Et chacun doit passer 2, 3 coups de fil dans la journée pour essayer d'accélérer. Voilà. Ça fonctionne plutôt bien. Surtout quand c'est pas simplement la comptable ou le comptable qui fait le job, mais que ce sont les personnes qui sont concernées par la créance. Par exemple, je sais pas, un chef d'atelier dans une entreprise d'insertion qui rappelle lui-même le client, ça a plus d'impact que si c'est le comptable, le responsable administratif qui fait ça. Donc, journée relance, c'est important. Et puis, on a parfois aussi besoin d'aller chercher des solutions financières. France Active propose des solutions qui sont tout à fait adaptées. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher, enfin, que l'entreprise contacte les réseaux d'appui, les DLA, France Active, la CRES, la, les, pour les coopératives, les URSCOP, etc.
parce que ce sont des réseaux qui peuvent effectivement identifier des solutions, organiser éventuellement des tours de table financiers. Donc, il ne faut pas hésiter très en amont pour les entrepreneurs, les dirigeants, de mobiliser les réseaux. Et voilà, il y a des solutions, encore une fois, pour les flaques d'eau. Si on s'y prend suffisamment à l'avance, pour moi, il y a quand même beaucoup de solutions. Merci. Alors, dans ces moments de crise, il y a quelque chose que moi j'ai vu assez souvent, c'est la gouvernance, donc le CA, les administrateurs, les bénévoles, qui se retrouvent dépassés ou paralysés. Et souvent, on se demande comment finalement on peut accompagner ces collectifs pour qu'ils soient en capacité de prendre des décisions qui s'imposent, et si possible, assez rapidement. C'est pas évident comme question. Oui. Non, c'est pas évident, mais c'est central. C'est central parce que, enfin, je le disais déjà tout à l'heure, mais le bon fonctionnement du système de décision est important de manière générale, mais encore plus en cas de crise. Et parfois, d'ailleurs, la crise peut être l'occasion de recadrer ou de recaler un fonctionnement normal d'un système de décision, d'une gouvernance associative ou coopérative. Parce que c'est pas parce que on a, je le disais tout à l'heure, dans une association, un président, un bureau, ou une présidente, un bureau et un conseil d'administration, que ça fonctionne dans la règle de l'art. Voilà, on a des conseils d'administration qui se réunissent pas assez souvent. On a des administrateurs ou des équipes dirigeantes qui sont très absents, etc. Et à l'inverse, on a parfois de l'ingérence avec des élus. Enfin, je pense qu'autour de la table, tous les accompagnateurs reconnaîtront ces situations. Un président qui court-circuite son directeur ou sa directrice, etc. Donc, remettre les choses dans le bon ordre, pour moi, c'est la première chose. Le dirigeant, il dirige, ou la dirigeante, elle dirige. Le conseil d'administration prend les décisions. Et puis, on peut, c'est souvent ce que moi j'essaie de faire dans les entreprises qu'on accompagne, mettre en place peut-être une instance spécifique pour gérer le temps de crise. On peut appeler ça une sorte de cellule de crise, qui va avoir une fonction un peu particulière de suivi de la situation. On peut constituer la cellule de crise avec un administrateur, par exemple, pas forcément le président ou la présidente, mais un membre du CA ou du bureau. La directrice ou le directeur, ça semble important. On peut associer l'expert comptable, voilà. Et puis peut-être, bon, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais un chef de service ou un responsable, un manager intermédiaire. Et voilà, et cette petite cellule, composée de 3-4 personnes, elle va se réunir très souvent, tous les jours s'il faut, toutes les semaines, pour suivre le plan de relance, pour suivre la situation. Voilà. Et le conseil d'administration conserve son rôle décisionnaire, avec peut-être une relation plus régulière, des rencontres plus régulières, mais doit conserver son recul. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de tout faire en cas de crise. Il y a des gens qui doivent agir, il y a des gens qui doivent garder un certain recul pour garder la tête froide et prendre les bonnes décisions. Donc le fait de bien séparer le volet action du volet prise de recul et décision, ça me semble assez important. Et laisser le seul directeur ou la seule directrice porter à bout de bras toute la situation, ça me semble périlleux. Il faut l'accompagner. Et donc c'est pour ça, cette petite cellule de crise. Et puis on peut imaginer aussi qu'au-delà de tout ça, puisque les structures de l'économie sociale sont quand même bien entourées, on peut très bien avoir des réseaux d'accompagnement qui, de manière moins régulière, se réunissent en appui, une sorte de comité de suivi. Je sais pas, c'est des choses qui se font avec les DLA, avec France Active, avec les Urscope, avec d'autres structures, et qui effectivement donnent un avis bienveillant, de soutien, renvoie sur les bons réseaux, etc. Donc voilà, donc je pense que sur la gestion, en tout cas la mobilisation des parties prenantes en gestion de crise, ça peut être intéressant de mettre en place un système un peu ad hoc, spécifique, le temps de la gestion de la crise avec plusieurs niveaux, et chacun son rôle. C'est intéressant de se dire qu'il y a des mesures tactiques à prendre en compte pour fluidifier la prise de décision.
Moi, ce que j'aimerais bien vous entendre, c'est j'aime bien me dire, est-ce qu'il y a des erreurs de gouvernance que vous voyez systématiquement dans certaines situations, des décisions qui sont prises sous le coup du stress, qui peuvent malheureusement parfois aggraver des situations. Ben oui, il y en a beaucoup, notamment des écarts avec la réalité. C'est-à-dire, ça peut être le déni, ça peut être l'indifférence, ça peut être la panique, ça peut être la culpabilité, ça peut être la fuite en avant, en se disant on est en difficulté, donc je sais pas, il faut essayer de vendre à tout prix, de casser les prix, vous voyez, enfin, voilà. Et donc, d'où l'importance de ces instances que j'évoquais tout à l'heure pour faciliter la prise de recul. Ces réactions humaines, elles sont normales. Enfin, on est tous humains et ce sont des situations extrêmement difficiles. Souvent, d'ailleurs, je vis et j'entends de la part notamment d'accompagnateurs avec qui je travaille, le fait que la période la plus difficile dans ces moments-là, c'est le temps de la crise, euh, entre guillemets. Et même une sortie de crise, même si elle n'est pas positive, au sens où, par exemple, on est sur un redressement judiciaire ou une liquidation, enfin, on passe en procédure collective. Souvent, il y a un transfert de la charge mentale, vous voyez. Et ça, c'est super important. C'est aussi à ça, je trouve, que sert. On a beaucoup parlé des soutiens en termes de, je sais pas moi, de blocage de la dette ou voilà, l'intervention des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires. Cette notion de transfert de la charge mentale, elle est cruciale. À tel point d'ailleurs que c'est pas relevé dans l'étude BPI, je crois, mais la relation entre les dirigeants d'entreprise et les tribunaux judiciaires ou tribunaux de commerce évolue quand ils ont vécu ces situations. Euh, un entrepreneur qui n'est jamais passé par une procédure collective est plutôt méfiant vis-à-vis des tribunaux. Il n'a pas du tout envie d'y aller souvent. C'est plutôt une punition pour lui. Et après coup, en tout cas, moi j'ai beaucoup de témoignages de dirigeants qui disent mais c'était super quoi, on a été pris en charge. Et en fait, il y a tout d'un coup la charge mentale qui baisse et un soulagement. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais euh, voilà, c'est normal qu'il y ait des comportements, en tout cas, qui soient difficiles de la part des dirigeants en situation de crise. C'est complètement humain. Le rôle des accompagnateurs, c'est d'essayer de réguler ça, voilà, et de voir comment on peut transférer la charge mentale. En tout cas, faire en sorte qu'on n'est pas dans la culpabilité. Il faut éviter cette situation, ou dans le déni, surtout dans l'immobilisme. Voilà. Ou croire que les choses vont se régler toutes seules. Alors, on arrive bientôt à la fin du temps imparti. Alors moi, j'aurais une dernière question, et donc ça lie un petit peu ce qu'on vient de dire maintenant, et puis aussi les questions de la comptabilité analytique qui est quand même intéressante pour ce type de moment un peu compliqué. Mais quand on a une structure qui a différentes activités, voilà, et qui se dit, bon, il faut arrêter une activité, même si elle fait partie de notre identité, même si elle touche finalement à notre cœur de projet d'utilité sociale, quand on est un accompagnateur et qu'il y a une décision comme ça qui doit être prise, pas forcément sur toute la structure, mais sur un pan de la structure, comment on fait pour faire le deuil, accompagner, faire le deuil, comment on se positionne en tant qu'accompagnateur? Bah, alors, c'est toute la difficulté parce que je parlais tout à l'heure de l'humilité, c'est-à-dire que euh, on a, c'est très difficile finalement pour un accompagnateur. C'est vrai pour l'entreprise, mais c'est aussi vrai pour un accompagnateur de prédire l'avenir, hein, et de savoir quelle est vraiment la bonne décision. Et donc, je pense que surtout ce qu'il faut éviter pour répondre à cette question, c'est d'être trop directif. C'est-à-dire dire, bah, vous devriez faire ci, enfin, vous devez faire ça. Voilà. L'injonction, ça marche pas très bien, surtout dans ces situations. Et donc, il faut essayer d'inverser les choses en disant, alors, de faire en sorte finalement que l'initiative, elle vienne de l'entreprise elle-même ou de l'équipe dirigeante elle-même. En fait, très souvent, les dirigeants savent ce qu'il faut faire.
arrêter une activité, voire tout stopper quand il n'y a pas de solution de relance. En général, intimement, ils ont la réponse à cette question. L'important, c'est de les amener à cheminer pour qu'ils l'expriment et qu'ils mettent en place le plan le plus adapté. Et donc là, moi j'utilise beaucoup la question plutôt que l'affirmation. Je trouve que c'est beaucoup plus puissant. Par exemple, bah, penseriez-vous que, compte tenu de l'analytique qu'on a fait ensemble, l'entreprise devrait stopper cette activité? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est subtil, mais ça change beaucoup de choses sur la manière dont l'équipe dirigeante va percevoir l'intervention de l'accompagnateur. Voilà. Et du coup, ça l'oblige aussi à se dire, c'est quand même moi qui prends la décision, hein. C'est pas l'accompagnateur, ça va pas être, enfin, ça a été dit tout à l'heure. Voilà, on est des copilotes, on n'est pas des pilotes. On ne va pas se mettre pilote à la place du pilote. Donc le sens de la question est intéressante, je trouve, pour exprimer des propositions, des suggestions. Moi, j'aimerais bien, Didier, merci, vous poser une petite question pour conclure. Selon vous, en quelques mots, quelles sont les conditions sine qua non pour qu'un plan de redressement, pour qu'une structure réussisse à sortir de la crise et voilà, une vraie chance de s'en sortir? Alors, j'ai trois mots ou trois leviers. Voilà, il y a une slide qui doit appuyer ça parce que en observant un nombre important de situations, on s'aperçoit que ça fonctionne plutôt pas trop mal. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut un pilotage. Enfin, ça semble évident ce que je dis, mais si on a une équipe dirigeante qui est fatiguée, désespérée, usée, qui n'en peut plus, ça sera très compliqué. Enfin, comment la difficulté, ça va être comment convaincre des partenaires censés soutenir la structure et y croire si l'équipe dirigeante n'y croit plus. C'est vrai aussi de l'équipe, évidemment, de l'entreprise. Donc, la gouvernance, elle est centrale dans les facteurs de relance. Il faut qu'il y ait un pilote et qui, effectivement, exprime son engagement. Il y a un vrai sujet quand même qui n'est pas simple. Alors c'est vrai que sur les éléments de langage, on parle de marché, mais enfin, voilà, les associations sont des entreprises. Elles peuvent avoir effectivement une activité d'utilité sociale ou d'intérêt général, mais malgré tout, il y a quand même, entre guillemets, un marché. Et donc, c'est important de vérifier que l'offre de service ou la prestation, elle est toujours en phase avec les besoins. C'est super important et que ces besoins sont solvables. Parce que si ça arrive, on a des pans, il y a des secteurs d'activité, et là c'est souvent lié à la conjoncture, qui à un moment n'ont plus de solvabilité, où il n'y a plus de besoin. Et donc là, la question de la pérennité de l'entreprise et des facteurs de redressement, elle se questionne. Donc il faut quand même que l'entreprise continue à avoir une raison d'être en termes d'activité et que son offre soit performante ou robuste plutôt au regard des besoins de son environnement. Et puis le dernier volet, je reviens toujours sur le fait qu'il faut que l'entreprise quelque part soit riche en période de crise. Est-ce qu'il n'y a pas un trésor de guerre qu'on peut aller chercher? Et il faut être imaginatif là-dessus. Donc bien sûr faire entrer les créances, ok, aller solliciter une subvention exceptionnelle, monter avec l'aide de France Active, pourquoi pas, un tour de table financier pour essayer, avec plusieurs effets leviers cliquets, voilà, de solliciter des financements. J'ai en tête aussi, parfois, on a j'ai en tête une association là, qui a pu négocier avec un conseil régional avec laquelle elle était en conflit, une indemnité transactionnelle, d'ailleurs grâce à l'appui d'un administrateur judiciaire. Voilà, donc il faut vraiment se questionner sur tout ce qu'on peut faire pour ramener du cash. Et par exemple, céder un investissement peut être une solution. Dans le secteur, par exemple, du tourisme social, eh bien, où des associations étaient propriétaires de leurs biens qu'elles n'arrivaient plus à entretenir. On a parfois des foncières qui se mettent en place, qui rachètent le bien, qui le rénovent et qui le remettent en location à l'association qui continue à exploiter
avec un bien rénové qui coûte moins cher parce qu'il est rénové sur le plan énergétique. C'est des solutions à aller chercher. Donc désinvestir, peut-être une solution, peut-être provisoire, mais en tout cas une solution pour aller chercher de l'argent. Donc pour moi, c'est vraiment les trois mots-clés importants, le pilotage, le positionnement d'entreprise et le fait d'avoir une prestation qui correspond aux besoins, et puis le trésor de guerre. Merci beaucoup Didier, c'était très clair. Je pense que ça a fait écho, j'ai vu quelques réactions dans le chat. Ça parle à certains et certaines accompagnateurs, accompagnatrices. Et c'était très précieux d'avoir votre regard et votre retour d'expérience là-dessus. On vous enverra bien sûr tous les liens, je vois une question. Peut-être juste pour conclure sur cette séquence, hop, je vous repartage ici donc l'enquête sur laquelle Didier, vous vous êtes appuyé, rebondir les dirigeants face à l'échec entrepreneurial de BPI France Le Lab, qui a été envoyé, j'ai déjà vu le lien passer. Et puis, on vous met une deuxième ressource qui peut être intéressante, plutôt sous forme d'article de sensibilisation du cabinet RH Institute sur les situations de crise. Il y a un focus spécifiquement sur les décisions en temps de crise dans les structures associatives qu'on vous invite à aller voir et qui reprend un certain nombre des éléments, Didier, que vous évoquiez sur l'importance des processus de décision, enfin, du système de décision en temps de crise. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Didier. Et je vous propose qu'on passe à la partie suivante. Bon, du coup, pour faire le lien, on voit bien toute la complexité, toute la technicité que peut nécessiter la gestion d'une situation de crise. Et surtout, avec votre témoignage, on voit aussi la plus-value d'être accompagné dans cette démarche. Sans être consultant expert en gestion de crise, de vos différentes places d'accompagnateurs, accompagnatrices autour de l'écran, il est fort possible que vous soyez amené ou ayez déjà été amené à accueillir des structures qui se trouvent dans des situations de crise. Et du coup, la question qu'on voulait vous poser, enfin se poser collectivement, mais vous poser, c'est comment faire en tant qu'accompagnateur, accompagnatrice pour soi-même tenir le cap sans être un expert de la gestion de crise. Première chose, on vous propose un petit quiz, encore une fois. Alors, il ne s'agit pas tant d'un quiz cette fois, c'est plutôt une invitation à réfléchir à votre rôle, de votre place d'accompagnateur et accompagnatrice. Donc, encore une fois, autour de l'écran, je pense que vous n'intervenez pas tous et toutes sur les mêmes dispositifs. Vous n'avez pas les mêmes feuilles de route, vous n'avez sûrement pas non plus les mêmes compétences, vous n'avez pas les mêmes fiches de poste. Donc, l'idée, on voulait vous poser une question qui est, en fait, quelles actions relèvent directement de votre cadre d'accompagnement et quelles actions nécessitent peut-être de réorienter vers d'autres partenaires. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est plutôt prendre un temps pour vous poser la question de votre propre cadre d'accompagnement, quelles sont vos marges de manœuvre et savoir comment vous pouvez, à votre niveau, soutenir au mieux des structures qui se retrouvent dans des situations de difficulté. Donc, ce qu'on vous propose dans le petit sondage, encore une fois, c'est anonyme, vous inquiétez pas, c'est de vous poser la question de votre degré de responsabilité et de votre niveau d'implication au regard de votre cadre d'accompagnement actuellement et de votre rôle, de votre fiche de poste. Est-ce que vous pouvez intervenir dans ces situations-là? Est-ce que vous pouvez plutôt orienter ou informer les structures? Est-ce que vous êtes en capacité d'outiller les structures? Ou alors, est-ce que vous pouvez être présent ou présente aux côtés des structures tout au long de la démarche? Et donc, les situations qu'on vous propose d'analyser sous ce prisme-là, c'est notamment votre rôle dans la négociation des délais de paiement avec le banquier d'une structure qui serait en difficulté, votre rôle dans l'assistance de la relation avec un administrateur judiciaire, l'assistance aux mises en relation, votre rôle dans la gestion d'une situation de crise, votre rôle dans le processus de prise de décision pour sortir d'une situation de crise, et enfin, votre rôle dans la modélisation de différents scénarios de rebond possibles pour une structure. Je vous laisse quelques minutes pour vous poser la question. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'était, est-ce que pour vous, en tout cas, les réponses sont claires? Est-ce que vous savez exactement là où vous êtes en capacité
ou c'est aussi dans votre fiche de poste d'intervenir, ou est-ce qu'il y a des choses qui nécessitent peut-être en interne de pouvoir clarifier votre zone d'intervention, votre périmètre d'intervention? Je laisse encore quelques minutes pour celles et ceux qui souhaitent répondre. Petit spoiler, vous vous positionnez un peu sur tous les niveaux. Donc, c'est assez intéressant. Je pense effectivement qu'autour de l'écran, vous n'avez pas toutes les mêmes rôles, les mêmes périmètres. Donc, ça me semble plutôt logique de voir une pluralité de réponses différentes. Allez, je mets fin au sondage pour tout le monde. Hop. Je vous partage, même si je ne sais pas à quel point vous voyez très bien ce que je vous projette, mais en tout cas, hop. Ce que je vois dans les grandes masses de vos réponses, c'est que sur les différentes situations, vous êtes plutôt tous et tous globalement positionnés sur l'orientation et l'information. Ça revient assez majoritairement. Et ensuite, c'est assez variable. Sur la question de la gestion d'une situation de crise, vous êtes assez nombreux à avoir répondu que vous êtes en capacité peut-être d'outiller, voire d'être présent aux côtés de la structure tout au long de la démarche. C'est assez intéressant. Pareil sur le processus de prise de décision et sur la modélisation des différents scénarios de rebond. Et sur la première partie, dans la négociation des délais de paiement avec le banquier, l'assistance de la relation avec un administrateur judiciaire, vous êtes un peu moins nombreux et nombreuses à indiquer que vous êtes présents. Pour autant, vous êtes assez nombreux sur l'orientation et l'information. Bon, en tout cas, c'était une invitation à vous poser la question. Encore une fois, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et en tout cas, si certaines questions vous semblaient pas très claires, ça peut valoir le coup. C'est pas forcément de votre seule responsabilité, mais de pouvoir en discuter en interne pour savoir voilà, où est votre plus-value, vous, dans l'accompagnement. Il n'y a pas de conclusion là-dessus, si ce n'est peut-être de vous dire que quel que soit votre rôle et votre degré de responsabilité ou d'implication sur ces différentes actions, on avait 2 points à vous repartager sur le cadre d'accompagnement. Que votre rôle soit de soutenir, d'outiller, d'informer, d'orienter, comme le disait très bien Monsieur Tcherkachine et Monsieur Gélis aussi avant. Notre rôle, c'est jamais de se substituer au dirigeant, à la dirigeante. C'est plutôt d'ailleurs de réussir à le ou la rendre autonome et l'aider à être en capacité de lui-même ou elle-même prendre les décisions qui s'imposent. Et puis, autre chose à avoir en tête, de notre place, notre action, elle peut être contrainte par un certain nombre de limites. Ça peut être des limites déontologiques, des limites légales, des limites de compétences, des limites de budget aussi, enfin de moyens dont on dispose soi-même. Et un point qui est revenu dans les présentations, attention notamment au conseil juridique, attention sur la déclaration de l'état de cessation de paiement. Ça, pour le coup, c'est une activité réglementée. Et donc, a priori, peut-être certains et certaines d'entre vous autour de l'écran sont habilités à le faire, mais il y a un certain nombre de sujets autour du conseil juridique où ce n'est a priori pas de notre périmètre de responsabilité en tant qu'accompagnateur, accompagnatrice. Donc, premier élément de la boussole de l'accompagnateur ou de l'accompagnatrice en situation d'accueillir des structures en difficulté. Être au clair sur son cadre d'accompagnement nous semblait être un bon premier réflexe. Un autre point qu'on voulait vous partager, même avec un cadre d'accompagnement très clair, accueillir des situations de difficulté et des dirigeants et des dirigeantes qui sont en panique, comme l'évoquait Marianne, ça peut nous-mêmes nous mettre en tension. Au-delà de notre fiche de poste, de notre formation, de nos compétences, de notre expérience professionnelle, il y a une autre réalité qui nous semblait intéressant de nommer sur ce webinaire, c'est qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon dans la relation et face à des dirigeants qui sont dans des situations de stress ou de panique. On n'a pas tous et toutes la même capacité de prise de recul, de différenciation des émotions de notre interlocuteur et de nos propres émotions. Donc ça, il faut en être conscient. C'est pas du tout un jugement de valeur. C'est encore une fois juste un besoin nécessaire de reconnaître ses propres limites et ses propres besoins d'aide en tant qu'accompagnateur, accompagnatrice. Alors, on n'a pas de recette magique à vous partager, mais en tout cas, on voulait peut-être vous remettre pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, même si c'est un outil qui est quand même assez connu dans
sur le métier de l'accompagnement, on voulait vous partager un piège à éviter qui est autour du triangle dramatique de Karpman. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais en quelques mots, les rôles dans ce triangle, donc c'est un triangle qui est une grille de lecture des relations qui peuvent se jouer entre plusieurs personnes. Il y a les persécuteurs qui regardent les erreurs des autres en nourrissant la croyance que souvent les autres sont la cause de leurs problèmes ou de leurs difficultés. Il y a le profit des victimes qui cherchent justement des persécuteurs qui leur servent d'alibi pour ne pas changer. Et puis, on a les sauveurs qui croient aider la victime, mais vont souvent finalement faire à la place d'eux, empêchant en réalité la victime de prendre ses responsabilités et de sortir de ce triangle. Et donc, les conséquences de se retrouver en tant qu'accompagnateur et accompagnatrice dans cette relation-là avec les structures accompagnées, le persécuteur, il vit dans un sentiment de colère et d'insatisfaction permanente dont il va avoir du mal à sortir. La victime est dans une souffrance continue. Et puis le sauveur, donc potentiellement plutôt le profil accompagnateur-accompagnatrice, si on se remet dans le cadre de la relation d'accompagnement, il peut finir tout simplement par s'épuiser. Et donc, tout le monde tourne en rond dans un stress permanent en croyant solutionner le problème. En fait, finalement, on l'alimente et on le nourrit. Alors, l'idée, c'était pas de vous présenter une approche psychologisante. C'est une grille de lecture de ce qui peut se jouer dans le cadre d'une relation d'accompagnement pour vous, pour vos interlocuteurs, et qui, si on n'en a pas conscience, peut in fine desservir l'accompagnement et les chances pour la structure derrière de s'en sortir. Voilà ce qu'on voulait vous partager rapidement sur la relation d'accompagnement. Il y aurait plein de choses à dire autour de ça, mais ce n'était pas forcément l'objet du webinaire. Un dernier point sur la boussole, enfin 2 derniers points, sur la question des parcours d'accompagnement. Donc, encore une fois, en première partie, on a vu qu'il y a plein d'acteurs ressources du côté du droit commun que vous ont présenté Maître Gélis et Monsieur Robert, qui peuvent appuyer les structures en difficulté. Il y a aussi un certain nombre de programmes d'accompagnement dédiés aux structures de l'ESS, dont tout ou partie de l'offre s'oriente pour accompagner les difficultés des structures. Monsieur Tcherkachine parlait du dispositif local d'accompagnement, le DLA. Il y a aussi Prévasso, SOS Employeur. Il y a d'autres outils. Il y a les outils de financement de France Active dont vous parliez également. On peut se sentir un peu perdu en tant qu'accompagnateur et accompagnatrice face à la multitude des acteurs ressources partenaires. On peut imaginer que c'est encore moins simple du point de vue des structures et des porteurs de projets qui doivent s'orienter et choisir et savoir quelles solutions elles peuvent solliciter. Plusieurs leviers qu'on rappelle, c'est des évidences si vous êtes peut-être déjà en situation d'accompagner des difficultés, mais pour la fluidité des parcours d'accompagnement, se référer aux cartographies, je vais vous en repartager quelques-uns pour avoir des points de repère et des réflexes sur quels acteurs ressources je peux mobiliser à quel moment, que ce soit côté ESS ou côté droit commun. Je vous en présente 3 juste après. Sur votre territoire, comme l'évoquait Stéphanie Benamozig en introduction, vous rapprochez des cellules de veille régionales des difficultés des structures de l'ESS, les interlocuteurs DRETS, les interlocuteurs CRES, bien sûr, mais aussi les points d'appui à la vie associative qui peuvent avoir plein d'informations à partager. Et puis, un autre réflexe intéressant sur votre territoire, c'est de rencontrer des partenaires qui ont une offre complémentaire à la vôtre. L'idée étant de ne pas réinventer la roue et puis surtout de savoir sur quelle force vous pouvez vous appuyer parmi l'offre de vos partenaires. Donc, je vous partage quelques ressources qui nous semblaient utiles de vous rappeler. On en a déjà parlé sur le premier webinaire, mais la délégation ministérielle à l'économie sociale et solidaire, d'ailleurs le guide est piloté par Stéphanie Benamozig, a publié donc le guide La boussole de l'ESS, s'orienter dans la gestion des difficultés. Dans ce guide, c'est un guide qui se veut plutôt détaillé, dans lequel vous allez retrouver un certain nombre d'informations avec du contexte sur ce que propose chacun des dispositifs de droit commun, notamment. Vous retrouverez le rôle des codéfis, mais aussi la médiation du crédit, les procédures, le rôle des tribunaux de commerce, etc. Vous avez aussi au sein du guide des points de contact territoriaux et il est actualisé assez régulièrement. Je crois que la dernière, c'était février. Vous avez un pendant qui est la version visuelle, une cartographie avise des dispositifs d'accompagnement aux difficultés des structures de l'ESS. C'est globalement une synthèse visuelle des principaux dispositifs d'accompagnement
Selon le niveau de difficulté, vous avez des repères sur les implantations territoriales de ces dispositifs, sur les niveaux de difficulté auxquels ils peuvent accompagner, sur les critères d'admission et sur les principales modalités d'accompagnement. Donc, on va dire que c'est la version visuelle. Et puis, vous avez une dernière ressource que je vous recommande aussi, c'est les fiches outils des entreprises en difficulté de BPI France, le Lab. Encore une fois, c'est la synthèse visuelle, un peu comme la cartographie à vis, mais dédiée aux dispositifs et acteurs ressources du droit commun. Vous retrouvez toutes celles et ceux dont on a parlé, mais d'autres aussi qui interviennent sur la partie rebond. Je trouvais ça intéressant parce que tout à l'heure, M. Tcherkachine, vous parliez de la courbe de transfert de la charge mentale des dirigeants vers les tribunaux au moment où on est en procédure. Et bien justement, dans cette petite fiche outil, vous retrouvez une petite courbe en fonction avec ce transfert de la charge mentale qui est mentionné au moment où les structures peuvent se retrouver dans une procédure de liquidation, par exemple. Voilà pour les ressources qu'on pouvait vous partager sur la partie boussole de l'accompagnateur et de l'accompagnatrice. Une petite dernière partie sur les 10 minutes qui nous restent. On a parlé négociation de la dette, on a parlé gestion de crise, on a parlé boussole pour tenir le cap en tant qu'accompagnateur. Et ben, c'est quoi la suite du voyage, Marianne ? Oui, Maëlle, donc là, on va plutôt faire une sorte d'ouverture. Donc, on va imaginer finalement qu'on a passé la crise. Et donc, moi, il y a une allégorie que j'aime beaucoup utiliser, c'est celle du voyage, l'allégorie du voyage de la structure d'utilité sociale, qui permet de se rendre compte les différents leviers sur lesquels on peut appuyer parce qu'il ne suffit pas de traiter le symptôme, il faut aller dans la cause des causes. Donc, elle est beaucoup plus loin. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas vraiment appuyé le webinaire puisque ce n'était pas le sujet, mais qu'il doit être traité tout de même. Alors, quand on a une structure d'utilité sociale, c'est un peu comme en voyage. Donc, tout d'abord, quand on part en voyage, on veut aller vers une destination. Cette destination, c'est notre vision, notre mission, nos valeurs qui s'incarnent dans un projet d'utilité sociale qui est vraiment l'utopie concrète que l'on veut voir dans le monde. Donc, c'est un sujet qui est vraiment du long terme, qui doit être revu tous les 3-5 ans. Évidemment, pour arriver à cette destination, il faut sortir sa carte de navigation et faire un chemin. Et donc, ça s'appelle le plan stratégique. Donc, c'est vraiment quelque chose à moyen court terme qui permet de voir finalement l'ambition et les objectifs qu'on a pour arriver à destination. Et puis, il faut un modèle économique qui va transporter tout ça. Et donc, ça sera notre navire, c'est le comment. Et évidemment, il faut toute une série de moyens pour que le modèle économique il fonctionne, donc les rouages, les voiles, etc. Et donc ça va être la stratégie de moyens. Et comme on est dans l'ESS, ils ne sont pas uniquement financiers, ils peuvent être humains, partenariaux, etc. Et puis, il faut quelqu'un derrière le gouvernail pour piloter. Donc, il faut une gouvernance, une direction qui tienne la route, etc. Et puis, il faut évidemment des choses qui nous permettent, un tableau de bord qui nous permettent de naviguer dans de bonnes conditions. Et donc, ça, c'est toutes les questions de pilotage. Et donc, évidemment, les questions à se poser pour la suite, c'est interroger chacune de ces parties-là pour être sûr qu'elles sont bien alignées et à jour. Et donc, ensuite, Maëlle, pour terminer, voilà. Donc là, les choses auxquelles qu'il faut garder en tête, c'est que nos 2 webinaires, ils ont été vraiment centrés sur la partie tactique, donc c'est-à-dire la gestion de la crise. Mais il y a une partie qui est l'après, qui est beaucoup plus stratégique, et donc notamment là, le DLA est très à propos, qui permet de se projeter dans le long terme et de se rendre compte quelles sont les voies possibles. Elles peuvent être multiples. Donc, ça peut être mutualiser, fusionner, refondre sa gouvernance, repenser le projet associatif, comme je vous le disais tout à l'heure, diversifier ses ressources, ancrer les partenariats clés.
Et puis, ça peut être aussi dans certains cas, si par exemple les personnes sont vraiment épuisées, réfléchir mais que l'activité est encore intéressante, alignée avec son territoire et les besoins des bénéficiaires, ça peut être finalement travailler à une reprise d'activité par une autre structure. C'est toujours important aussi de penser franchement à la transmission de la mémoire. Souvent, quand on est dans des structures d'utilité sociale, on a créé beaucoup de choses, on est très innovant, donc on a beaucoup de choses à transmettre. Il ne faut absolument pas que ça se perde, c'est tellement dommage. Et donc, il y a aussi un transfert de savoir et d'archives à penser. Et donc, ce que je voulais vous dire, en fait, pour terminer, c'est qu'on a beaucoup parlé de crise. Et peut-être l'une des premières leçons à garder, c'est qu'il n'existe pas de définition unique. Chacun d'entre nous, en fonction de lectures qui sont très différentes, qui vont être façonnées par le terrain, par notre histoire, par les structures qu'on accompagne, elle va être différente, cette définition de la crise. Et c'est en même temps une complexité et une richesse. Ce que nous savons, en revanche, c'est que piloter une structure aujourd'hui, ça demande une forme particulière de courage. Dans un monde qui est aussi incertain, qui est mouvant, tenir le cap n'a rien d'évident. Et donc, dans cet environnement instable, il reste pour nous, comme on travaille dans l'économie sociale et solidaire, c'est le lien humain, le lien avec les équipes, avec les salariés, avec les bénévoles. C'est celles et ceux qui font vivre le projet au quotidien et c'est souvent le dernier fil qui tient, c'est invariablement le plus précieux. Alors, quand on est à la tête d'une structure, quand on est le capitaine d'un navire dans des eaux agitées, pour reprendre la métaphore, la question qui est souvent celle qui est avec la plus d'assiduité qu'on doit se poser, c'est pas toujours la première qui vient, qui est comment survivre, mais c'est qui voulons-nous être dans cette période. C'est se rappeler les valeurs qu'on veut incarner. C'est une question de gouvernance, bien sûr, mais c'est aussi une question de boussole. Avoir défini ensemble, en amont, en collectif, ce qui est pour nous la ligne de crise, à partir de quel moment on la nomme, à partir de quel moment on agit différemment, c'est aussi se donner les moyens d'être lucide durant la crise. Et puis, pour vraiment terminer ce webinaire, il y a une distinction qui nous tenait à cœur aussi donc avec Maëlle, puisqu'on est des accompagnateurs, c'est faire la différence entre les personnes morales et les personnes physiques. Un projet peut s'arrêter, une structure, elle peut fermer, ça peut être très douloureux, parfois c'est nécessaire, mais cela ne doit jamais être vécu comme un échec absolu, ça c'est très important. Ce qui compte, finalement, c'est les femmes et les hommes qui ont porté ce projet. C'est leur trajectoire, c'est aussi leur capacité finalement à repartir vers des nouvelles aventures, parce qu'ils repartiront avec une expérience, des convictions, on l'espère, un engagement toujours intact. Voilà, et donc, au fond, peut-être que notre responsabilité commune en tant qu'accompagnateur, c'est au-delà d'accompagner des structures, c'est d'accompagner les hommes et les femmes qui les vivent. Donc, Maëlle, si tu veux dire un dernier petit mot. Merci Marianne pour cette petite conclusion qui était un peu poétique, mais ça nous faisait du bien de finir là-dessus. On aurait aimé aller un peu plus loin sur les scénarios de rebond, mais le programme était trop dense. Donc, on vous invite, on vous repartage peut-être 2 ressources. On l'a déjà partagé lors du précédent webinaire, mais qui peuvent aider à structurer les réflexions sur une phase de rebond, qui sont le guide Financer son projet de ESS de la VISE et J'affûte mon modèle économique de France Active. Et c'est aussi une invitation à nous suivre sur nos sites et réseaux respectifs parce qu'on a plein de travaux qui arrivent aussi là-dessus. Dans le DLA, il y a énormément de choses qui se font sur ces questions-là. Donc, la suite au prochain épisode. Et on voulait en tout cas vous remercier tous et toutes grandement pour votre participation et sur ces 2 cycles de webinaires. On espère que ça vous aura apporté des choses, que vous repartez avec quelques informations ou ressources utiles. Et en tout cas, on était très heureuse de pouvoir
co-animé avec Marianne. Merci encore Marianne et merci à nos 3 intervenants du jour qui ont joué l'exercice qui ont relevé l'enjeu du timing avec une main de maître et qui se sont très bien prêtés à l'exercice de l'interview. Maître Gélis, Monsieur Robert, Monsieur, je suis désolée, je vais écorcher votre prénom, Marianne, je te laisse le dire. Monsieur Didier Tchakassine. Merci. Et merci Stéphanie, merci Maxime Baduel pour votre sollicitation et votre confiance sur ce webinaire. Il ne nous reste plus, à moins que Stéphanie tu aies un mot de la fin, mais sinon il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle après-midi. Merci beaucoup. Et à vous dire à bientôt. Mais voilà, et effectivement, pour la suite de prochaines aventures et de prochains échanges à venir certainement. Merci. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci à tous. Merci pour l'organisation. Merci à la délégation interministérielle. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.